On va commencer l'entretien. C'est obligé de cet entretien, c'est pour présenter votre parcours et pour réaliser votre perspective au Japon, peut-être bientôt. J'espère. Alors, la première question, c'est priez-vous de nous parler de votre parcours parce que malheureusement, vous n'êtes pas connu au Japon, pas encore. Donc, comment vous êtes né où? Comment vous avez vous intéressé au cinéma comme ça? Alors, je suis né à Lyon, Oui. qui est la ville où a été inventé le cinéma par les frères Lumière. Et donc, à la fin de 1951. Mais avec ma famille, nous avons très vite quitté cette ville pour nous installer dans une petite ville dans les Alpes qui s'appelle Saint-Marcelin. Et puis pour aller à Dijon, où j'ai été pendant 15 ans, de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Donc j'étais à Dijon, la capitale de la Bourgogne. Et comme beaucoup d'enfants, j'allais au cinéma. Donc il y avait des cinémas dans la ville. Hein. C'est une ville de 150 000 habitants, donc il y avait une douzaine de cinémas dans le centre-ville. Et donc je m'intéressais au cinéma, mais comme d'autres enfants, voilà, j'aimais aller au cinéma, mais j'ignorais qu'un jour je ferais des films et que j'en ferais ma profession. Et mais il y a eu un événement qui a changé ma vie, c'est qu'à l'âge de 14 ans, je suis tombé malade, j'ai eu la tuberculose et je suis allé dans un sanatorium à 40 km de Paris, dans l'est de Paris. Et dans ce sanatorium, qui était un lieu architectural hyper moderne, extraordinaire, dans ce lieu, il y avait un ciné-club avec une salle de cinéma, une grande salle de cinéma, une vraie salle de cinéma équipée en 35 mm. Donc les films qui étaient projetés étaient seulement des films projetés en 35 mm. Et je ne sais pas comment c'était organisé, qui faisait la programmation, mais la programmation était vraiment exceptionnelle. Et donc c'est là que j'ai vraiment découvert le cinéma, c'est-à-dire que j'ai compris que le cinéma était un art. Avant j'allais pour m'amuser avec mes amis, avec mes copains, avec mes parents, mais là d'un seul coup j'ai vu par exemple 8,5 de Fellini, j'ai vu les films de Buster Keaton, c'était le moment où ils ressortaient, alors qu'on ne les avait pas vus depuis les années 20. Voilà, j'ai vu les films de John Ford, des comédies musicales américaines, et là ça a été un flash pour moi, je suis devenu très accro au cinéma. Voilà. Et donc, et quand je suis rentré après à Dijon, donc quand je suis revenu soigné, en pleine forme, alors à Dijon, j'allais beaucoup au cinéma et j'essayais essayer de voir tout ce qu'on pouvait voir au cinéma d'intéressant. Il y avait plusieurs salles d'art et d'essai, et donc on pouvait voir quand même on pouvait voir plusieurs films vraiment que je considère vraiment intéressants chaque semaine à Dijon. Voilà. Donc je suis devenu vraiment accro. Et puis de plus en plus, j'ai commencé à m'abonner à des revues de cinéma, les cahiers du cinéma, la revue du cinéma, cinéma. Et donc je lisais toutes les revues de la première à la dernière page. Voilà, j'étais fasciné, je trouvais ça extraordinaire. Je voyais aussi beaucoup de films à la télévision parce qu'on avait une diffusion pratiquement, presque tous les jours, il y avait un bon film à la télévision. Donc Bergman, Buñuel, Mankiewicz, Howard Hawks. Voilà, donc c'était petit à petit, je voyais de plus en plus de films. Et puis j'ai commencé à aller aussi dans des festivals de cinéma pour voir beaucoup de films. Et dans les festivals de cinéma, j'ai rencontré des metteurs en scène, j'ai rencontré des critiques de cinéma, j'ai rencontré Chantal Akerman, Marguerite Duras, Godard, Straub, Huyer, Fassbinder, Daniel Schmitt, voilà, tous ces gens-là, je les rencontrais, je pouvais parler avec eux. Et là, à ce moment-là, c'était en 1975, j'ai pris une décision, voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des films. Et donc, de Dijon, je suis venu m'installer à Paris pour être au cœur de l'action. Voilà, tout se passait à Paris, toutes les personnalités du cinéma habitaient à Paris, toutes les institutions du cinéma étaient à Paris, il y avait des centaines de salles, voilà, tout se passait à Paris, il fallait venir à Paris, et après c'est allé très vite. Je me suis inscrit à Paris 8, à Vincennes, mais très vite j'ai commencé à faire des films, j'ai fait
voilà, vraiment mon premier court-métrage en 1976, c'est Marilyn, Guilux et Lennon. Mon premier long-métrage en 1977, c'est Urgent ou à quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante, qui a eu le prix spécial du jury à Belfort. Voilà. Et donc à ce moment-là, j'écrivais aussi beaucoup sur le cinéma. Jusqu'au début des années 80, j'écrivais dans la revue Cinéma et dans la revue Art Press. Et puis en 82, j'ai fait un livre sur Bernard Schroeter. Et en 83, un livre d'entretien avec Philippe Garrel. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai complètement arrêté d'écrire. J'avais plus le temps, je faisais beaucoup de films. Et après, je n'ai plus arrêté, ça ne s'est jamais arrêté. Et j'ai commencé l'anthologie Cinématon, je l'avais commencé début 78. Voilà. Mais tout s'est enclenché très vite, à partir du moment où je suis arrivé à Paris. D'accord. Précisément, c'est quel festival vous avez rencontré Chantal Akerman? Par exemple, Chantal Akerman et Marguerite Duras, je les avais rencontrés dans un petit festival à Prades. C'est dans les Pyrénées, c'est à côté de la frontière espagnole, c'est dans la montagne. C'était un petit festival où il y avait une très belle programmation. Et pendant une semaine, Marguerite Duras et Chantal Akerman étaient là, donc on passait notre temps, tout le temps avec elles. On déjeunait avec elles, on voyait les films avec elles, on discutait de cinéma avec elles, c'était absolument fantastique. Voilà, donc je me souviens, j'avais rencontré Daniel Schmitt et Ingrid Caven au mois de février 1976, dans un pareil, alors ça c'était même pas un festival, c'était des rencontres cinématographiques qui étaient organisées par la Fédération française des ciné-clubs et la revue Cinéma. C'était à Saint-Raphaël, à côté de Cannes, pas très loin de Cannes, et c'était une semaine, pendant une semaine, et c'était réservé qu'aux membres les membres de la Fédération française des ciné-clubs, que des personnes qui s'occupaient de ciné-clubs. Donc c'était très limité, on était peut-être une trentaine, une quarantaine, et il y avait 5 films à voir par jour, et il y avait plusieurs intervenants, plusieurs cinéastes qui venaient, plusieurs journalistes de cinéma. Je me souviens, j'avais rencontré Paul Vecchiali aussi à ce moment-là, et donc j'allais beaucoup dans ces rencontres cinématographiques de la Fédération française des ciné-clubs, parce qu'on était peu nombreux, et il y avait presque chaque film était présenté soit par son metteur en scène, soit par un acteur, et il y avait toujours une rencontre avec eux, et on pouvait rester dîner avec eux. S'ils restaient plusieurs jours, on parlait tout le temps, on était tout le temps ensemble. Et donc c'était extraordinaire. Pour moi, c'était la meilleure école, c'était mieux qu'une école de cinéma, parce qu'en plus on les voyait vivre avec nous, c'était fantastique. Garrel aussi, vous avez rencontré par le festival, Philippe Garrel. Alors Garrel, je l'ai rencontré la première fois que je l'ai rencontré là, donc, de face à face, c'est aux rencontres de Digne, au printemps 1975. Alors je crois que je l'avais croisé avant, mais sans qu'on se parle, mais là c'était vraiment la première fois. Donc il était venu présenter une rétrospective de ses films, et donc j'avais jugé cet événement suffisamment important pour venir à Digne. Et c'était assez compliqué parce que Digne, c'est dans le sud des Alpes, c'était très long, il fallait une journée de train pour arriver à Digne. Et donc c'était une expédition, c'était une aventure d'aller dans cette toute petite ville. À l'époque, c'était une petite ville de 12 000 habitants, perdue dans la montagne. Et donc il y avait une rétrospective Garrel. Donc quand j'ai vu ça, je me dis, j'avais déjà découvert les films de Garrel, notamment La cicatrice intérieure. Je me suis dit, il faut aller là-bas. Et puis je me suis dit, si je suis là-bas, il faut absolument enregistrer en audio les débats de Garrel avec le public. Donc j'ai enregistré ces débats, et que par la suite, que j'ai mis en images et que j'en ai fait des films. Ça fait partie de ce que j'appelle mes carnets filmés. Le premier film de Garrel que vous avez vu, c'est quel film? Alors le premier film de Philippe Garrel, c'était à Dijon, au cinéma Eldorado, qui était la principale salle d'art et d'essai à Dijon, qui est une salle qui existe toujours. Et c'était donc La cicatrice intérieure, c'était dans le courant de l'année 1972. Et le film n'était pas présenté par Philippe Garrel, il était présenté par Jacques Robert, qui était un type extraordinaire, qui était le distributeur du film. Il était notamment distributeur de tous les premiers films de Garrel et de Schroeter aussi, et aussi d'autres cinéastes. C'est lui qui s'était fait connaître dans les années 60, c'est lui qui avait ressorti tous les films de Buster Keaton, par exemple. Et donc c'est Jacques Robert qui est venu présenter le film, et le film avait été moyennement reçu, quoi. Il y avait il y avait des personnes qui adoraient le film, puis d'autres personnes qui n'aimaient pas beaucoup le film. Et donc, quand le débat a commencé, il y avait un grand silence. Et il y a des personnes qui ont dit, mais
comment vous pouvez sortir en salle un film comme celui-là. Et donc Jacques Robert, qui était un type en même temps très provocateur, a dit oui, mais moi en plus j'ai sorti ce film et en plus j'ai gagné de l'argent. Alors là, ça a été un choc parce que les gens qui n'aimaient pas le film croyaient que personne n'allait voir un film comme ça. Mais non, La cicatrice intérieure a été un succès à Paris. Je crois qu'il avait fait 30 000 entrées à Paris. Donc c'était au cinéma le Ranelagh. Et ça avait été un événement parce que quand Jacques Robert avait sorti ce film, on ne savait pas du tout, on savait qu'il y avait un public d'aficionados, mais on ne savait pas que, voilà, que ça pouvait intéresser autant de monde. Et donc Jacques Robert avait dit, mais ce film m'a rapporté de l'argent. Voilà. Alors là, c'était les gens, ceux qui n'aimaient pas le film étaient scotchés, quoi. Ils ne savaient plus quoi dire. Voilà. Un carnet de film, c'est vraiment votre style spécial, je pense. Comment vous avez inventé ce carnet de film? Oui, alors c'est carnet filmé, et j'ai un ami qui est scénariste, un grand scénariste, qui s'appelle Olivier Daza. Alors lui, souvent, il dit carnet secret. Quand il parle des carnets filmés, il dit carnet secret. Il fait un lapsus, c'est assez amusant. Alors, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des films, j'ai toujours tourné des notes filmées, des essais, tout ça. Quand je faisais ça, je gardais tout ça. C'est-à-dire que je tournais, par exemple, si j'achetais une nouvelle caméra, j'allais faire un essai avec cette nouvelle caméra, et les films, je le gardais sur une bobine qui était numérotée avec les dates, donc je gardais tout ça. Voilà. Donc je faisais des voyages, je prenais des notes filmées. Voilà. Pour l'instant, au départ, ce n'était pas un film. Au départ, pendant plus de 10 ans, ce n'était pas un film. Et puis au début des années 90, donc presque 15 ans après avoir commencé, j'ai commencé à classer toutes ces archives que j'avais filmées. Je me suis aperçu que ça formait comme un journal filmé, un peu différent, parce que c'est plus des notes de travail. Et j'ai commencé à faire le montage de tout ce que j'avais filmé avant 1990. Et puis tout ce que je filmais à ce moment-là, je le montais à mesure. Et là, je me suis aperçu, oui, que ça faisait une somme, ça faisait un ensemble qui tenait vraiment, qui tenait la route, quoi, qui fonctionnait. Et j'ai commencé à les montrer au milieu des années 90, vers 1995, les premières projections des carnets filmés. Et donc, j'ai vu que ça intéressait les gens. Et donc alors, je filmais en Super 8. Et au milieu des années 90, j'avais fini de monter tout ce que j'avais filmé avant 1990, tout ça a été monté. Mais aussi, je filmais en plus un certain nombre d'événements, je filmais aussi en vidéo, parfois. Mais à l'époque, je ne montais pas en vidéo moi-même. Donc ça restait des archives. Et tout ce qui était en vidéo, souvent je filmais beaucoup. Alors il m'arrivait parfois de tourner des longs métrages, par exemple, en vidéo, qui étaient des films produits. Je travaillais avec une monteuse, mais c'est elle qui était la technicienne. Moi, je ne savais pas faire fonctionner je ne savais pas monter en vidéo. Et donc, je n'avais pas le temps d'apprendre avec elle quand je faisais des films avec elle. Et ce n'est que seulement dans les années 2000 que j'ai appris le montage vidéo sur ordinateur, chez moi. Alors là, à ce moment-là, j'ai beaucoup tourné de carnets filmés en vidéo. Puis j'ai commencé aussi à monter des parties que j'avais tournées en vidéo dans les années 80-90. Donc à monter des épisodes anciens qui avaient 10 ans, des fois qui avaient 20 ans. Et tout ce travail n'est toujours pas terminé, parce qu'en vidéo, j'ai beaucoup d'archives. Alors petit à petit, j'avance, mais je n'ai pas encore fini. Et à ce jour, on est le 10 octobre 2012, j'ai tourné 175 épisodes de mes carnets filmés, et l'ensemble représente environ 210 heures de film. Et il y a encore, à mon avis, peut-être 20 ou 30 épisodes qui ne sont pas encore montés des années 80-90 en vidéo. Tout ce qui est cinéma, pellicule, ça, tout est monté. Et donc c'est un vaste chantier permanent. Et chaque fois que je fais des voyages, c'est l'occasion aussi de beaucoup filmer. Donc je filme mes voyages, je filme mes rencontres. Par exemple, j'étais à Dubaï, j'ai filmé Kiarostami, j'ai fait tout un épisode avec lui. Surtout essentiellement à partir des années 2000, quand
quand j'ai beaucoup tourné en vidéo, alors là c'est devenu énorme, parce que par exemple en 2011, qui est l'année où j'ai fait le plus d'épisodes de mes carnets filmés, j'ai tourné 24 épisodes. Donc c'est presque 24 longs métrages, quoi. C'est quelque chose d'énorme, quoi, qui me dépasse, quoi. Vous avez commencé à travailler comme réalisateur et critique, c'est en même temps, sinon comme cinéaste nouvelle vague, au début vous êtes critique et puis cinéaste. Oui, oui. Alors non, j'ai quand même commencé comme critique, mais disons, je pense, j'ai pas commencé tôt, j'ai commencé à écrire en 74 seulement. Et donc, et puis j'ai commencé à faire des films très peu de temps après. Donc au début, je faisais les deux, quoi. J'écrivais et je faisais des films. Mais je ne faisais pas de la critique au sens traditionnel du terme. Hein. C'était quand j'écrivais sur Rossellini ou sur Michael Snow ou sur Godard, c'est comme si je faisais un film sur Godard, sur Snow, sur Marguerite Duras. C'était pas... C'était dans la... Enfin, pour moi, je faisais un film, voilà. Par exemple, d'après Raphaël Bassan, vous êtes la première personne qui a apprécié FG Osan, non? Ah ben moi, FG Osan, je l'ai connu avant qu'il fasse des films. Dans les années, fin des années 70. Et donc, parce que je connaissais son amie qui s'appelait à l'époque Gina Lola Menzina, que je connaissais depuis plusieurs années. Et lui, je l'ai rencontré en 1979, et c'est à ce moment-là que j'ai fait son cinématon, au mois d'avril 1979, à Perpignan, dans le sud, à côté de l'Espagne, dans un festival. Et à ce moment-là, je tournais un long métrage qui s'appelle Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier. Donc le film a été montré au Festival de Cannes, dans une version qui n'était pas terminée, une version en cours, dans une section qui s'appelait Ciné-Off. Il a été montré fini à la Mostra de Venise, dans une section qui s'appelait Spazio Aperto, espace ouvert. Voilà. Donc, et Osan a un rôle assez important, et notamment, je l'avais filmé dans un concert de rock au Golfe Drouot, qui était une salle de spectacle mythique. C'est là où tous les premiers chanteurs de rock en France, à la fin des années 50 et au début des années 60, sont venus faire des concerts. Et Osan donc a fait un concert, c'était au début du mois de juillet 79, et donc j'ai filmé tout ce concert et fait partie du film. Voilà, et donc j'ai suivi le premier court-métrage de Osan, le deuxième court-métrage, et puis le troisième. Alors, le troisième c'est un long-métrage, c'est l'affaire des divisions Marie-Curie, et j'apparais dans le film, c'est très court. Okay. Alors, j'ai déjà posé question sur question peut-être. Mais en 1975, vous avez commencé à tourner le cinématon. Pourquoi? En 1978. 18. Pourquoi et comment ce travail gigantique, grand travail grand a-t-il commencé? C'est-à-dire, au moment où j'ai commencé les cinématons, déjà ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à ce concept. Et je m'étais aperçu que il y avait très peu de films qui étaient réalisés sur des artistes de tous les domaines. Par exemple, des artistes de la première moitié du XXe siècle, souvent il y avait très peu de documents filmés sur eux. Et même quelquefois il n'y en avait pas. C'était très bizarre parce que ces artistes étaient contemporains du cinéma. Et donc je trouvais ça pas normal, je trouvais ça schizophrène que souvent il n'y avait pas de documents sur ces artistes. Et donc l'idée petit à petit a germé de concevoir, de réaliser une anthologie, de filmer toutes les personnes que je connaissais dans le milieu artistique. Voilà, au départ c'était les personnes que je connaissais, donc c'était facile, je les connaissais, je leur demandais, et ça a commencé comme ça. Et l'idée aussi, c'était d'avoir un concept, parce que si je voulais tourner longtemps, sur une longue durée, il fallait trouver un concept qui puisse me permettre de filmer longtemps. Et donc j'ai mis au point des règles. Les règles, c'est au départ la bobine de film Super 8 qui dure 3 minutes et 20 secondes, en cinéma muet, un gros plan fixe, et la personne est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Donc c'était le concept. C'était le concept, j'avais trouvé le plus simple. Un seul plan, c'était, voilà, et donc j'avais une petite caméra,
j'avais un petit trépied, donc quand je partais en voyage, j'avais toujours ça dans ma valise. Donc c'était facile, je pouvais tourner à Paris, je pouvais tourner en voyage, dans tous les endroits où j'allais. Voilà. C'est parce que le concept était très simple que le concept a pu durer pendant des années et des années. Si j'avais mis au point un concept compliqué, je pense que le film se serait arrêté très très vite. Ça aurait été trop compliqué de continuer. Voilà. Et donc, je voulais donc créer cette mémoire, et donc, c'était quelque chose de, je dirais que c'était modeste, c'était basique, je dirais. C'était quelque chose de très simple, quoi. Puisque au cinéma, personne ne faisait ce travail, à la télévision, on ne faisait pas ce travail, bah, je pensais que c'était vraiment intéressant que je le fasse moi. Voilà. Il n'y avait pas d'influence, par exemple, Andy Warhol. Bah, Andy Warhol, par exemple, moi, les portraits, je ne les ai jamais vus. Mais par contre, je connaissais les photos, bien sûr. Il y avait des livres sur Warhol où il y avait des photogrammes qui étaient publiés. Donc je savais que ça existait, mais à l'époque c'était absolument impossible de voir les portraits de Warhol, c'était absolument impossible. En France on a pu les voir qu'après sa mort, quand il y a eu une rétrospective au Centre Pompidou, là ça on a pu les voir. Mais autrement on ne pouvait pas, on ne les voyait jamais, moi j'ai essayé de les voir, c'était absolument impossible, jamais. Et donc, alors heureusement que je ne les ai pas vus, parce que je n'ai pas été influencé. C'est-à-dire que peut-être que si je les avais vus, ça m'aurait paralysé, ça m'aurait peut-être empêché de réaliser moi-même mon film. Donc c'était une chance en fait de ne pas avoir vu son travail. Voilà. Et maintenant ça m'intéresserait de les voir, voilà. Mais je ne les ai toujours pas vus. D'accord. Alors comment choisir les sujets de votre cinéma? Parce que c'est le fruit de hasard de rencontre. Ah oui, alors les cinématons que je fais, c'est une certaine forme de hasard. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas si le hasard existe. Moi, je pense que le hasard n'existe pas. Mais donc, je prends pas mon téléphone et puis je n'appelle pas les personnes que je ne connais pas en leur disant, voilà, je voudrais faire faute cinématon. Non, c'est jamais comme ça. Il y a toujours une rencontre. Soit il y a une rencontre directe avec une personne que je rencontre à Paris ou ailleurs en France ou dans d'autres pays, à l'occasion de voyages pour aller présenter des films. Voilà. Ou des personnes que j'ai filmées me présentent à une autre personne comme une chaîne. Donc il y a toujours un lien personnel, c'est-à-dire entre moi et la personne que je vais filmer. Parce que le principe du cinématon, les règles du jeu du cinématon sont tellement radicales, sont tellement spéciales, que si je demandais à des personnes qui ne me connaissent pas, ils se diraient, mais ce type-là, il est fou. Faire un film muet comme ça aujourd'hui, mais c'est pas possible. Un seul plan, mais c'est pas possible. Donc, dès le départ, c'était très important qu'il y ait ce lien direct avec la personne que je filmais. Et c'est en ça aussi que, c'est ça qui me plaît aussi dans le cinématon. C'est presque familial, je dirais. Alors, que vouliez-vous faire avec ce cinématon? Parce que c'est travail sans fin, non? Nul ne sait, je ne sais pas. Il y aura peut-être une fin. Ah, d'accord. Je ne sais pas, parce que plusieurs fois, j'ai failli arrêter. Par exemple, quand je suis arrivé à 1000, je trouvais que c'était un chiffre, un beau chiffre. Je pensais arrêter. J'ai imaginé que j'allais arrêter, et non, je ne l'ai pas arrêté. Et puis, quand je suis arrivé à 2000 aussi, je me suis dit, voilà, c'est bien, 2000 cinématons, en l'an 2000, voilà, j'arrête. Et puis non. Et puis aussi, quand le Kodachrome a arrêté en 2006, donc je suis passé après au numérique, en vidéo. Et donc, je ne savais pas si ça allait être bien, donc je me suis dit, je passe au numérique, je vais faire quelques cinématons, et puis je vais voir si c'est bien, si je suis satisfait, si ça me plaît. Si ça ne me plaît pas, j'arrête. Et si ça me plaît, bon, je vais continuer en numérique. Voilà. Donc et ça m'a plu, le travail en vidéo, donc j'ai continué. Mais à plusieurs reprises, j'ai failli arrêter. Donc, moi-même, je ne sais pas si ça va continuer. Et souvent, je dis, peut-être que ça peut s'arrêter, on ne sait pas. Et ça me permet d'être libre aussi. Parce que si je savais que je devais filmer jusqu'à ma mort, peut-être que ça me paralyserait. Alors que là, je me dis, peut-être que demain, je vais arrêter. Peut-être que c'est mon dernier cinématon, donc je suis totalement libre. Voilà. Alors peut-être qu'au fond de moi, je sais que je vais continuer.
donc, mais en même temps, je me dis, voilà, mais je peux arrêter. Voilà. J'espère que tu peux continuer. Seul Dieu le sait, comme diraient nos amis orientaux. Ah, ok. Alors, vous êtes la première personne qui a composé l'ouvrage sur Philippe Garrel Ah oui. et Bernard Schroeter, je pense. Ah, Non, sur Bernard Schroeter, non. Il y a eu un livre en Allemagne. c'est en France, non? En France. En France, ah oui, en France. Comment vous avez réalisé vos projets de livre? Parce que à cette époque, j'imagine, il n'était pas connu. Il n'était pas encore connu. Alors, bon, je commence par Bernard Schroeter, Oui. parce que je l'ai fait, donc, il est sorti en janvier 1982. Et donc, l'idée d'un livre est venue assez vite, en fait, parce que quand j'avais découvert les films de Bernard Schroeter au début des années 70, comme La mort de Maria Malibran ou Eka Katapa, j'avais trouvé ça tellement extraordinaire que tout de suite, j'ai voulu, déjà, première chose, organiser une rétrospective de ces films. Et donc j'avais rencontré le Goethe Institut à Paris qui était d'accord, mais c'était très long à faire. Et très vite, l'idée d'un livre, on a eu l'idée d'un livre. Mais ça a pris des années et des années, parce que Werner, lui, il était en Allemagne, mais souvent, il n'avait pas le temps de s'occuper de ces questions-là. Et donc, c'était toujours repoussé. Et puis lui, il était à une époque, il habitait au Mexique, vers 77, 76, 77, donc il n'était pas très peu en Europe. Et donc, ça a pris du temps. Et donc, voilà. Mais un jour, donc, on a pris une décision au Goethe Institut, on a dit, voilà, on organise une rétrospective et on fait le livre en même temps. Avec la Cinémathèque française, les deux se sont réunis, et donc ça c'était en 1981, donc j'ai écrit ce livre, voilà, et donc on a fait cette grande rétrospective de Werner, qui a commencé je crois le 29 ou 30 janvier 1982, et le livre est sorti à ce moment-là, et le livre a été fait un peu dans l'esprit de l'œuvre de Schroeter, c'est une sorte de puzzle, c'est une sorte de patchwork, c'est comme les films de Schroeter, c'est-à-dire que c'est un mélange de poésie, d'opéra, de chansons traditionnelles, de chansons de variété, de mélange de théâtre, mélange d'impressionnistes, de cinéma impressionniste, tout ça c'est une sorte de cocktail fou, quoi. Et donc le livre j'ai voulu faire comme ça, j'ai pas voulu faire un livre avec un texte qui commence à un début, qui a une fin, donc je voulais comme ça qu'il y ait toutes sortes d'entrées, on peut commencer à lire le livre par la fin, ou par le milieu, tout est possible avec ce livre. Et en ce qui concerne, Philippe Garrel, en fait, ça s'est fait plus rapidement parce que donc Garrel, dans les années 1970, jusqu'au milieu, disons jusqu'en 1976, donc il y avait vraiment un intérêt pour Garrel jusqu'au Berceau de cristal. Et puis après, l'intérêt a commencé à baisser un peu. Et puis après, Garrel, il y a eu sa rupture avec Nico, là il ne tournait plus. Bon, il a tourné L'Enfant secret, mais il l'a tourné en 1979. Et à ce moment-là, il n'avait plus d'argent pour finir le montage du film. Donc le film était bloqué. Le film, il avait même fini un premier montage, mais le film était bloqué dans un laboratoire. Et donc, il a pu tout débloquer en 82. Et pendant 3 ans, donc, il était dans une impasse. Et on se voyait de temps en temps, mais on a dû se revoir, je ne sais pas, fin 81 peut-être. Et donc, et là, l'idée est partie de faire des entretiens ensemble. Et ces entretiens, on les a faits en juin 1982. C'est à ce moment-là aussi que j'ai fait son cinématon. Et c'est à cette époque-là qu'il a réussi à résoudre ses problèmes avec le laboratoire, parce qu'il a touché l'avance sur recette sur film terminé. Donc, il a pu récupérer son film. Je lui ai même trouvé une table de montage 35 mm parce qu'il voulait faire des corrections dans son film. Parce que son film faisait, je crois, 2h10 ou 2h20. Il voulait le réduire nettement, il l'a réduit à 1h30. Et donc, c'est avec un ami qui s'appelle cinéaste, qui s'appelle Olivier Esmin, qui, dans son appartement, avait une table de montage 35 mm. Et donc, Philippe est venu pendant une semaine faire des corrections. Il a réduit son film à 1h30. Et donc, on a fait ces entretiens en 82. Puis moi, j'étais très ami à l'époque avec Dominique Paigny, qui était directeur du cinéma Studio 43, et qui faisait beaucoup de choses. Je faisais des programmations avec lui aussi, de films d'avant-garde. Et donc, voilà, Dominique Paigny savait que je connaissais Philippe Garrel, et il me disait toujours, ah, il faut que tu me présentes Philippe Garrel, parce qu'il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais rencontré. Il faut absolument que tu présentes Philippe Garrel, parce qu'il faut faire quelque chose avec lui.
Et donc un jour, je lui ai présenté Philippe Garrel, voilà, et donc il a dit, voilà, je fais une rétrospective voilà, de tes films, de tous tes films. Donc, alors, Philippe a dit, il y a certains films, je ne veux pas qu'on les montre, enfin, certains films des années 70, ça, je ne veux pas qu'on les montre. Donc, comme Un ange passe, par exemple, ou La concentration, là, il n'était pas dans la rétrospective, Le bleu des origines non plus, je me souviens. Voilà, et donc Dominique Paigny savait que j'avais fait ces entretiens, donc il dit, bah, on va éviter les entretiens, voilà, ça tombe à pic. Très bien. Alors, et Philippe, lui, il me poussait, il me disait, oui, il faut que tu fasses un livre comme le livre que tu as fait avec Werner, il est génial, tu vois, rajouter des textes. Et je lui dis, oui, mais alors, moi j'ai dit, je ne peux pas, parce qu'en ce moment, moi j'arrête d'écrire. Voilà, c'était l'époque, les entretiens avec Philippe, c'était vraiment l'époque où j'arrêtais d'écrire sur le cinéma, parce que j'avais plus du tout le temps. Je faisais film sur film. Il y a ces entretiens, plus quelques textes, notamment le poème sur le berceau de cristal. Et voilà, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, donc ça c'était en 83, et donc Philippe venait d'avoir le prix Jean Vigo pour L'Enfant secret, et là tout est reparti, presque une sorte de voie royale, une sorte de Champs-Élysées, comme ça, sa carrière a redémarré. Mais il faut savoir que jusqu'en 76, vraiment sa carrière grimpait, et puis après il y a eu ce trou. Mais c'est un trou, je dirais presque général aux années 70, parce qu'après 1968, il y a eu une éclosion, il y a eu plein d'utopies, puis après, au milieu des années 70, ça a commencé à tomber, quoi. Ah, j'ai déjà posé cette question, mais au fait, en général, après l'entretien, Philippe Garrel corrigeait ce texte. Par exemple, j'ai déjà dit, c'est une caméra à la place de presque tous les entretiens avec Cahier, il a corrigé après l'entretien. Oui. A-t-il corrigé vos entretiens également? Oui, alors les entretiens qu'on avait fait en 82, il avait énormément corrigé, et il avait supprimé environ un tiers de l'entretien. Donc il y avait 4 entretiens en tout, donc ça faisait beaucoup. Et j'avoue que je ne comprenais pas, parce que quand je voyais ce qu'il supprimait, je pensais qu'il voulait supprimer certaines déclarations qui pouvaient se retourner contre lui, par exemple sur la drogue, des choses comme ça. Mais, mais même pas, non, c'était très étonnant. Il avait coupé beaucoup de choses qui étaient, moi, je trouvais très intéressantes, quelquefois même plus intéressantes que ce qui avait été conservé. Et donc, voilà, ça j'avoue, j'avais pas vraiment compris pourquoi il avait fait ce travail-là. Bon, peut-être qu'il a fait la même chose quand il a coupé une partie de L'Enfant secret. Peut-être qu'il y avait des choses très importantes. Peut-être, je ne sais pas. Franchement, pour moi, alors je dis la vérité, c'est une énigme. Par exemple, avec Werner Schroeter, il m'a toujours laissé carte blanche pour. Il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Après, ou avec les entretiens, j'ai fait des entretiens aussi avec Moulet à l'époque. Pareil, voilà, il m'avait laissé complètement carte blanche. Alors je ne sais pas, franchement, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je suis mal placé pour dire ça, parce que j'aime bien corriger aussi les entretiens. Mais parce que, en général, c'est pas pour couper, c'est pour ajouter des choses. Pour mieux expliquer certaines choses, quelquefois je dis en une phrase une idée et qui mérite des explications, donc je rajoute des choses souvent. Alors que Philippe, lui, il coupe des choses. Donc il faut réfléchir par rapport à son cinéma, est-ce que c'est... Voilà, c'est peut-être par rapport à son cinéma, c'est... Voilà, je ne sais pas. C'est une énigme. Mais vous gardez des DVD sur les... Alors oui, alors dans les films, alors quand j'ai mis plus tard en images les entretiens avec Philippe Garrel, les 6 entretiens, donc, des rencontres de Dean 1975 et 1979, et les 4 entretiens de 1982, là j'ai tout conservé. Je trouvais ça criminel de couper, parce que c'est des documents exceptionnels de la pensée d'un cinéaste en mouvement. C'est-à-dire la pensée en 75, en 79, en 82. Là, c'est des témoignages vraiment à des moments précis de la carrière de Garrel. Pour moi, c'était impensable de couper. Alors peut-être qu'ils regrettent que j'ai tout gardé. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'au contraire, ils disent heureusement qu'il a tout gardé, parce que peut-être que c'est un peu dommage que j'ai coupé certaines choses. Voilà. Parce qu'il avait coupé des choses à un moment donné aussi dans sa carrière, parce qu'il changeait, disons, il se dirigeait plus dans un cinéma, dans le système. Donc peut-être qu'il voulait couper certaines choses qui avaient à voir avec l'avant-garde, avec l'underground.
Mais avec le recul, il n'y a pas de problème, à mon avis. Ce qu'il dit en 1975 est tellement intéressant sur la situation du cinéma à l'époque, et sur ce qu'était le cinéma dans les années après 68, dans les années post-Nouvelle Vague, dans les années post-mai 68. Vous avez fait un entretien avec Bernard Schroeder à Cannes en 1978. Avez-vous fait sa connaissance à ce moment-là? Sinon, vous avez déjà vu, déjà rencontré Bernard? Eh bien oui, alors c'est justement, je n'avais jamais rencontré Werner avant ce festival. Je ne sais pas comment ça se fait, parce que c'est vraiment un hasard, j'aurais dû le rencontrer avant, mais non, je ne l'avais jamais rencontré avant. Et ça, c'est une des bizarreries de la vie, parce que je connaissais Daniel Schmitt et Ingrid Caven, je les avais vus souvent, mais Werner, ou même Fassbinder pareil, mais Werner Schroeder, non, la première fois que je l'ai rencontré, c'était au Festival de Cannes. Alors, c'est pas le jour de l'entretien, c'est peut-être un jour ou deux. Je l'ai rencontré à une projection de son film, et donc on s'est donné rendez-vous, et il est venu au rendez-vous. Pour la petite histoire, dans l'entretien, d'ailleurs, il explique, il dit que c'est le seul entretien qu'il a donné à Cannes, alors que son film, Le Reine de Naples, parce qu'il présentait Le Reine de Naples, qu'il venait juste de terminer, avait eu beaucoup de succès. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi j'étais le seul entretien, mais je lui ai dit, mais il n'y a pas d'autres journalistes qui se sont intéressés à toi. Il me dit, si, j'ai eu beaucoup de demandes d'interviews, mais toutes les interviews, voilà, c'était le matin. Et le problème, je me réveille à midi. Et donc, il est allé à aucune heure. Et alors que toi, il m'a dit que toi, tu m'as donné rendez-vous en début d'après-midi. Donc voilà. Parce que Werner, lui, je l'ai connu tout le temps comme ça. Il se couchait toujours, tous les jours, toute l'année, entre 5h et 6h du matin. Et il se levait à midi. Il était décalé. Donc tout le temps. Alors je sais pas si sur les tournages, il était sur ce rythme-là. Ça, je ne sais pas, parce que je suis jamais allé sur un tournage de Werner Schroeder. Voilà, donc le seul entretien qui a été fait à Cannes en 1978 sur Le Reine de Naples, c'est moi qui ai eu la chance de le faire. Mais je l'ignorais jusqu'au moment où il me l'a dit. Parce que j'ai trouvé ce cahier de cinéma. On avait publié une partie au Cahier du cinéma, et une autre partie, on l'avait publiée dans une revue de poésie une revue de Lyon, qui s'appelle Les Soleils d'Infernalia. Donc voilà, et donc en 2 morceaux, il avait été publié. Okay. Alors, en général, l'époque quand vous avez fait un entretien avec Werner Schroeder et Philippe Garrel, je pense que c'était un tournant important pour eux, parce que Philippe Garrel, il a commencé à réaliser des films L'Amant secret, et Werner Schroeder, c'est Les Nuits de Naples. Ah oui, totalement. Oui, c'est plus commercial, c'est-à-dire les films devenaient plus narratifs et commerciaux. Comment pensez-vous ces changements? Alors, bon, c'est-à-dire que Philippe Garrel et Werner Schroeder... ils ont changé. Oui, alors, déjà, bon, ils viennent de 2 milieux différents. Hein. Philippe Garrel, il vient d'un milieu du spectacle. Son père est un grand acteur de cinéma. Dans la famille, ils sont tous dans le milieu artistique. Werner Schroeder, ce n'est pas le cas. Dans sa famille, ils ne sont pas du tout dans le milieu artistique. Mais cela dit, pour eux, ils sont arrivés, comme Fassbinder, et comme quelques autres cinéastes importants de la fin du XXe siècle, ils sont arrivés disons, au moment de mai 68, c'est là où vraiment ils arrivent. C'est-à-dire que le premier long métrage de Philippe Garrel, c'est Marie pour mémoire, qui est présenté au Festival de Hyères, qui est quelques jours avant mai 68, ça se passe en avril. Le film il l'a réalisé en 1967, mais il est montré en 68, le premier long métrage. Et Werner Schroeder, lui, en 1968, il fait toute une série de films. Et son premier long métrage, c'est Eka Katapa, son premier chef-d'œuvre, c'est 1969. Donc c'est vraiment des enfants de mai 68. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés exactement au moment où il fallait. C'est-à-dire qu'ils auraient commencé à faire des films 5 ans avant ou 5 ans après, ça aurait été différent. 5 ans avant, comme Jean Eustache, par exemple. Ou 5 ans après, comme Chantal Akerman, ça aurait été différent. Donc ils arrivent juste à ce moment-là. Et donc ils sont complètement portés par mai 68, par les nouvelles idées, par cette révolution, par ce changement complet de mai 68. En France, c'est bien plus important que la nouvelle vague. La nouvelle vague, ça concerne un microcosme qui est le milieu du cinéma.
alors que mai 68, ça concerne toute la société. Donc ils arrivent à ce moment-là. Et donc tout est permis, on peut tout faire. C'est-à-dire que, c'est-à-dire même presque pour des artistes, la règle, c'est d'enfreindre la règle, c'est d'aller contre la règle. Et donc, ils ont pu faire des films complètement libres. Bon, et donc, ils ont beaucoup tourné, aussi bien Philippe Garrel, jusqu'à, je dirais, jusqu'à le Bleu des Origines. Pendant 10 ans, Garrel, il a fait des dizaines de films d'avant-garde extraordinaires. Quand on voit tous les films les uns à la suite des autres, c'est fabuleux. Et Werner Schroeter a énormément tourné aussi. Alors, donc, entre Eka Katapa et, je dirais, Flocon d'Or, qui est terminé en 1976, mais dont la partie vraiment intéressante, la partie en noir et blanc, avec Andrea Ferreol et Bulogier et Magdalena Montezuma, est tournée en 1973. En fait, la grande œuvre de Schroeter, c'est entre 68 et même 69, disons, avec Eka Katapa, et la partie noir et blanc de Flocon d'Or, 73. Donc c'est vraiment très... Et là, il fait une dizaine de longs métrages, c'est très ramassé dans le temps. Et donc, à partir de Flocon d'Or, déjà, il essaie de faire un cinéma plus narratif. Et puis, lui, il dit qu'il a complètement exploré l'avant-garde, et que là, maintenant, il a envie de faire un cinéma plus narratif. Et donc, ça culmine avec Le Règne de Naples. Mais c'est un film très narratif, mais en même temps, qui ne l'est pas, parce que c'est un film comme un journal. C'est-à-dire que c'est un film qui est étalé sur 30 ans, qui, en fait, on nous montre année après année la vie d'une famille à Naples, disons de l'après-guerre, jusqu'au début des années 70. Voilà. Donc en fait, c'est narratif, mais je dirais c'est plus narratif dans le sens comme un journal. Voilà. On suit année après année. Et Philippe Garrel, donc lui, il tourne en 79 L'Enfant secret, il est tourné en 79, et déjà là, il est passé à autre chose, complètement autre chose, même si c'est tourné dans les mêmes conditions que ses derniers films avec très peu de moyens, mais déjà il y a un effort sur le son, déjà un effort sur le scénario, parce qu'il a travaillé avec Annette Vadement, qui est une grande scénariste, qui a travaillé avec Jacques Becker notamment. Donc, alors, il y a un travail sur les dialogues, donc là, il n'est plus question de bâcler le son, là, il raconte vraiment une histoire, et la malchance, mais en même temps qui est une chance, la malchance qu'il ait des problèmes d'argent, que le film soit bloqué au laboratoire, le fait qu'il se passe 3 ans, donc il y a de la réflexion, et quand il récupère le film, il le remonte, il remet tout ça en ordre, ce qu'il n'aurait pas pu faire 3 ans plus tôt, et là, ce qui lui permet de passer dans un monde, dans un cinéma, disons, plus narratif. Et Schroeter, lui, donc, Le Règne de Naples est un succès immense au niveau international, le film a des prix un peu de partout, à Taormina, à Chicago, ça passe dans tous les festivals, alors que les films avant passaient dans les festivals, hein, la mort de Mariam Ali Bran, Willow Springs, tout ça, ça passait dans les festivals, mais à chaque fois, ça passait dans des sections annexes. Mais ça avait un succès d'estime, un succès, disons, d'aficionados. Alors, donc, Schroeter, donc, après Le Règne de Naples en 78, il fait un film encore plus dans le système, qui est Palermo, Odor, Wolfsburg, qui a l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Alors là, c'est vraiment le sommet. Et donc, là, normalement, on s'est dit, voilà, il est vraiment sur les rails pour faire vraiment une carrière donc plus commerciale. Mais le problème là, c'est bon. Je saute un peu du coq à l'âne, mais le problème de Werner Schroeter, c'est qu'il est un touche-à-tout, c'est qu'il s'intéresse autant au cinéma qu'à l'opéra et au théâtre, et donc il n'est pas concentré que sur le cinéma comme Philippe Garrel. Lui, Philippe Garrel, il reste complètement concentré sur le cinéma, comme les cinéastes classiques, comme John Ford, Hawks, Godard, bon, ces gens, ils font que du cinéma, alors que Schroeter, je dirais, c'est un artiste plus moderne, il s'intéresse à d'autres formes, et quand il a des problèmes, par exemple, dans un domaine, donc dans le cinéma, il a des problèmes. Après Palermo, il y a un film qui s'appelle Le Jour des Idiots. Donc ce film-là, c'est un film bon, qui marche très bien, qui est présenté en sélection officielle à Cannes. Et le film qu'il fait après, c'est un film fait à partir d'une pièce de théâtre. Il a des problèmes avec la censure en Allemagne, le film est censuré, et donc ce qui fait que ça casse son envol à ce moment-là. Et donc là, il se réfugie dans le théâtre. Et donc il va faire moins de films après, il va continuer à faire des films, mais des films, disons, moins ambitieux au niveau commercial. Mais donc, ils sont vraiment le reflet de la société, vraiment de la société, disons, des années 60 à la fin, enfin, des 40 dernières années du XXe siècle,
vraiment, ils ont vraiment suivi les mouvements de la société. Et donc, avec les années 80, ils reviennent, disons, dans un moule plus traditionnel au niveau de la création, même si leurs thématiques restent les mêmes, parce qu'un artiste, il a toujours les mêmes thèmes pendant toute sa vie, ils explorent toujours les mêmes thèmes, chacun de leur côté, bien sûr. Alors, quel sur autant on commence à travailler dans un système plus commercial, mais au contraire, vous avez travaillé dans un petit underground à cette époque. Vos films de cette époque, par exemple, Cool Blue, Aditya, je pense que ce sont influencés par des films de Gareth et Schroeder dans les années 70, vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas aspiré, comme eux, à faire une carrière commerciale, parce que je savais dès le départ que, vu les films que je faisais, je serais toujours, disons, dans une lisière du cinéma, dans une sorte de marge. Et donc, ce qui m'a permis de continuer comme ça à faire des films libres, encore aujourd'hui, de rester dans l'esprit encore de ces belles années des années 70. Mais donc, quand j'ai fait mes premiers films, c'est sûr que les œuvres de Garel et de Schroeder étaient très présentes, mais pas seulement. Hein. Par exemple, mon premier long métrage, il y a beaucoup de critiques qui voient un hommage à Guy Debord, par exemple, ou à Maurice Lemaître. Bon, mais c'est évident qu'ils sont très présents. Mais par exemple, un film comme Aditya, il y avait une figure qui était très présente, c'était la figure de Dreyer, par exemple, dans tout le film pour moi. Et puis quand j'avais fait aussi Vivre est une solution, il y avait la figure de Marcel Carné de Hôtel du Nord. Je suis allé filmer sur les mêmes lieux qu'Hôtel du Nord de Marcel Carné, le film qui se passe à côté du canal Saint-Martin. Et disons, dans tous mes films, je me mettais un peu à l'abri de maîtres du cinéma, comme ça. Alors, Garel, Schroeder, mais donc, voilà, Guy Debord, Maurice Lemaître, par exemple Marcel Carné, et aussi, par exemple, quand je pense à Cœur Bleu, c'est quand même un film qui est dédié à Belgance. Et donc, quand je tournais Cœur Bleu, il y avait un film qui était en moi complètement, c'était Napoléon de Belgance, alors que c'est pas un film sur la guerre, c'est pas un film sur un homme, Cœur Bleu c'est un film sur une femme, mais c'était sur la lumière qu'il y avait dans Napoléon, dans les séquences qui sont tournées, je me souviens, il y a des séquences qui sont tournées dans les Alpes, à Briançon, où on montre Bonaparte jeune, et donc j'ai essayé de retrouver un peu la même lumière. Et par exemple, quand j'ai tourné She's a Nice Lady, moi je m'étais mis à l'abri d'un certain type de cinéma hollywoodien, des films des mélodrames kitsch du cinéma hollywoodien. Donc dans She's a Nice Lady, par exemple, il y a beaucoup de... Enfin, c'est même pas beaucoup, il y a un film que je reprends en permanence, qui est, alors en français, c'est Péché mortel de John Stahl, avec Gene Tierney, et je retravaille toutes ces images-là. C'est-à-dire que souvent, pas dans tous les films, mais dans beaucoup de films, il y avait toujours des références explicites à des metteurs en scène que j'aimais. Alors, il y avait Garel et Schroeder, mais il y en avait aussi beaucoup d'autres. Et on pouvait continuer dans ma filmographie d'autres films, par exemple, Les Aventures d'Edith Hurley. Je ne l'ai jamais écrit, je ne l'ai jamais dit, mais il y a beaucoup de personnes qui voient que c'est une sorte de remake d'Alphaville. Et Alphaville, c'est un de mes films préférés, pas seulement de Godard, mais du cinéma en général. Voilà, donc j'ai toujours... voilà. Bon, par exemple, je connais des cinéastes comme Brian De Palma, lui il a une référence, enfin il y en avait deux au départ, mais surtout une référence pendant toute son œuvre, c'est Hitchcock. C'est-à-dire qu'il reprend des films d'Hitchcock, il reprend des séquences d'Hitchcock, il reprend des atmosphères d'Hitchcock, il reprend des histoires qui reprennent un personnage d'Hitchcock. Tout ça, lui, c'est Hitchcock. Sauf au départ, c'était Godard, parce qu'il a son deuxième long métrage, c'est vraiment un hommage à Godard, le Godard un peu militant, sociologique, c'est-à-dire des années la chinoise, les débuts des films militants. Voilà. Mais à part ça, lui, c'était Hitchcock. Moi, ce qui m'intéressait, c'est à chaque film, c'était soit un cinéaste, ou soit un mouvement cinématographique en référence. Voilà. Voilà. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Les cinématons, c'est un hommage complet, total aux Frères Lumière. C'est-à-dire que les premiers films du cinéma, ils sont tous
c'est-à-dire tous les films, les premiers films de lumière, c'est que des plans. Alors, c'est dure 50 secondes, parce qu'on peut mettre 50 secondes de pellicule au maximum. C'est toujours un plan fixe qui filme un événement. Donc un plan fixe, la sortie des usines lumière, Oui. un plan fixe, le repas de bébé, etc. Ou un plan fixe, l'entrée du train en gare La Ciotat. À chaque fois, c'était un plan fixe. Voilà. C'était très simple. Au début, ils ne cherchent pas à faire des mouvements d'appareil. Voilà. Le degré zéro du cinéma, c'est le plus simple. Et le cinématon, c'est vraiment un hommage permanent au film des Frères Lumière. Ça tourne depuis combien de temps? Je voudrais savoir si... 52. Ah, donc bientôt, il va falloir changer de cassette. Quand je vérifie... Ça tourne. Là, j'en suis à combien là? Ça va? J'en suis à 52. C'est bien. Encore quelques minutes. Voilà. Ok. Je pense que ton idée de tourner un film dans Libération, dans Liberté, c'est un peu ressemble à l'idée de Zanzibar. Bon. Zanzibar aussi, l'idée de Zanzibar, c'est tourner film librement. Oui, bien sûr. Non, n'importe comment. Alors, faut dire les choses. Enfin, Zanzibar, pour moi, c'est la même chose que le néo-réalisme dans les années 40 en Italie, que la nouvelle vague en France, ou la nouvelle vague au Japon, le cinéma novo au Brésil, ou même les nouveaux réalismes dans les pays de l'Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, et même en URSS. C'est-à-dire que les changements, c'est-à-dire que les nouveautés technologiques permettent des changements esthétiques. Voilà. C'est sûr que si les pellicules, par exemple, n'avaient pas changé à la fin des années 50, si les caméras n'avaient pas été plus légères, les nouvelles vagues n'auraient pas existé. Donc ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé tout ça. Et puis si le 16 mm n'avait pas existé, bon, l'underground, il n'aurait pas existé. On n'aurait pas fait de film. Tous les Stan Brakhage, Jonas Mekas, Andy Warhol, ils n'auraient pas fait de film. C'est ce que j'explique. Si le 16 mm n'avait pas existé, Warhol n'aurait jamais réalisé de film. Il a réalisé les films parce qu'il y avait le 16 mm, que c'était, par rapport à ses moyens, c'était possible de tourner en 16 mm, mais il n'aurait pas pu, même s'il était riche, il n'aurait pas pu avoir une filmographie aussi importante s'il n'y avait eu que 35 mm. Donc voilà. Alors par rapport à Zanzibar, bon, c'est vrai, bon, Zanzibar, la particularité, c'est que c'est vraiment, c'est mai 68, quoi. C'est vraiment un mouvement cinématographique là qui dépasse donc la question technique. Là, c'est vraiment un mouvement cinématographique qui est concomitant avec un mouvement de société. Donc là, ils arrivent juste à, vraiment, Zanzibar arrive juste à ce moment-là. S'ils étaient arrivés quelques années avant, ça n'aurait pas marché. Même s'ils étaient arrivés quelques années après, il n'y aurait pas eu Zanzibar. Donc, c'est-à-dire que dans l'art, c'est important d'être au bon endroit et au bon moment, surtout, les deux en même temps. Voilà, bon, et moi, d'une certaine façon, j'ai eu la chance aussi, parce que quand j'ai commencé à faire des films, par exemple, quand j'ai quitté ma province pour aller à Paris, donc pour moi, le cinéma, c'était que le 35 mm. Même le 16 mm, c'était pas du cinéma pour moi. Le Super 8, j'en parlais même pas. Là, pour moi, le cinéma, c'était le 35 mm. Mais tout de suite, j'ai rencontré plein de cinéastes qui étaient d'avant-garde. Tout de suite, j'ai compris que c'était débile, c'était complètement fou. Et très vite, j'ai vu des longs métrages tournés en Super 8. Je me suis dit, mais c'est incroyable, on peut tourner des longs métrages en Super 8. Évidemment, il existait déjà des projecteurs très puissants, on pouvait projeter dans des grandes salles à la Cinémathèque. Et je me suis dit, mais pourquoi attendre de trouver de l'argent pour faire un film en 35 mm si je peux faire des films avec des tout petits budgets en Super 8 avec mes propres moyens. Donc je suis arrivé vraiment au bon moment. Si j'étais arrivé quelques années avant, j'aurais pas pu faire tous les films que j'ai faits. Et voilà, et si j'étais arrivé après, ça aurait été encore différent, parce que ça aurait été le monde de la vidéo, ça aurait été autre chose. Et donc je suis vraiment arrivé pareil, au moment exactement où il fallait. Et ça, à la limite, j'y suis pour rien. C'est les hasards de la vie, c'est-à-dire, c'est comme la nouvelle vague, quoi. Ils sont arrivés au moment où il fallait, quoi, exactement. C'est sûr que si Godard était arrivé 10 ans plus tôt ou 10 ans après, il aurait fait aussi des grands films, évidemment, parce que c'est un grand artiste. Mais on aurait eu beaucoup moins de films. La nouvelle vague, c'est une vague, quoi. C'est pas un cinéaste qui fait des films, hein, c'est un ensemble. Voilà. Puis après, bon, la vague, la nouvelle vague, ça n'a pas duré longtemps. Ce qu'on appelle la nouvelle vague, 2 ans après, on n'en parle plus.
C'est-à-dire que si vous cherchez dans les journaux, je ne parle pas des cahiers du cinéma, mais dans les autres journaux, on ne parle plus de nouvelle vague. Donc on parle de Godard, de Truffaut, de Chabrol, mais la nouvelle vague c'est fini, on n'en parle plus. Parce que la plupart des films ont été des échecs commerciaux. 90% des films de la nouvelle vague, c'était des échecs. Donc la nouvelle vague, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'il ne reste que les bons cinéastes. C'est-à-dire les cinéastes, Chabrol, Truffaut, Rivette, Romer. Mais au début, dans la nouvelle vague, il y a plein de cinéastes qui font des films, et souvent ils en font un, deux, trois, puis ça s'arrête. Ils n'en font plus, parce qu'ils n'ont pas ils ne sont pas des assez bons cinéastes. Alors, oui, vous avez fait 2 ouvrages pour le film Garel de Shota. Alors, à quel point le film de Shota Garel te fascine? Ce qui m'intéresse le plus, oui. Pour moi, disons, bon, ce que je vais dire, c'est habituel, c'est la cicatrice intérieure. Donc c'est vraiment le film, j'ai découvert Garel avec ce film-là, et je pense que c'est son film le plus fort, celui où il est allé plus loin, j'en suis persuadé. D'ailleurs, bon, pendant le film, il est devenu fou, enfin, il a été en hôpital psychiatrique, enfin, bon, c'est vrai qu'on voit que c'est un point de non-retour, après un film comme ça, on ne peut plus aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, si on bascule, soit on meurt, soit on disparaît, voilà, donc voilà. Donc ce qui est très fort, c'est qu'il a pu retomber sur ses pieds et de continuer à faire une œuvre. Et après la cicatrice intérieure, il y a quand même certains films qui sont très forts et que j'aime. Par exemple, La berceau de cristal est un film extrêmement fort aussi. Et même Jusqu'au bleu des origines, c'est un film qui dégage une énergie qui est quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qui existe et qui est encore très différent aussi des autres films de Garel. C'est vraiment un film unique et qui est vraiment, alors là, qui clôt vraiment, qui clôt une période. Voilà. Les cassettes sont là-bas. Je ne prends. Tu n'es pas patrié, tu n'es pas. Ah non, non, ça va. Ça va. Je vois. Bon, c'est parti. Pourquoi tu aimes ce Déjà. Oui. Donc, oui, alors, en ce qui concerne Bernard Schroeter, donc, alors j'ai découvert ces films un peu au même moment que Philippe Garrel. Bon, Philippe Garrel, c'était en 72, le premier film que j'avais vu. Philippe Garrel, donc Bernard Schroeter, ça fait peut-être un an après. Et donc, quand j'ai vu un seul film de lui, je crois que c'était La mort de Maria Malibran, le premier. Donc j'ai essayé de voir tous les films qu'on pouvait voir à l'époque. Il y a plein de films qu'on ne pouvait pas voir, mais on pouvait voir Eka Katapa. J'avais pu voir Salomé, qui était difficile à voir. Et j'avais pu voir Willow Springs. Et c'était presque tout. Par exemple, il y avait des films qui étaient absolument invisibles, qu'on ne pouvait pas voir, comme Neurasia, Argila, ça c'était impossible à voir. Der Bomber Pilot, c'était impossible à voir à l'époque. Macbeth, c'était impossible à voir. Là, Macbeth, je l'ai vu que récemment. Et donc, voilà. Puis quand je suis allé au Festival de Cannes la première fois, en 75, il y avait L'Ange Noir qui était présenté. Donc là, je l'avais vu, mais je n'avais pas rencontré Werner. Je ne sais pas s'il était à Cannes cette année-là. Donc voilà, en 1975, je connaissais tous les films de Werner qu'il était possible de voir. Donc je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça que c'était une forme de cinéma tellement libre. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était vraiment du cinéma, c'était vraiment du cinéma allemand, comme je l'aimais. Moi j'adorais Murnau, j'adorais les films de Fritz Lang, le grand cinéma allemand des années 20. Et quand je regardais les films de Schroeter, déjà il y avait cette culture-là. Donc il y avait déjà ça. Et en plus, il y avait une sorte de patchwork musical qui allait de chansons hawaïennes à Maria Callas, qui était la figure tutélaire qu'on retrouvait dans tous les films. Et ça allait à des chansons de variété, à Elvis Presley, à Janis Joplin, à tout ce que j'aimais. Donc il mettait tout ça, il mélangeait tout ça et ça fonctionnait. C'était magique. C'est-à-dire que j'ai vu combien de films j'ai pu voir dans ces années-là,
des films un peu marginaux, indépendants, underground, etc., etc., où il y avait des cinéastes qui utilisaient des musiques, et ça ne fonctionnait absolument pas, c'était plaqué. Lui, on sentait que ça sortait de ses tripes. C'est-à-dire que quand on entend Maria Callas, puis juste après Katharina Vallant, qui est une chanteuse populaire, juste après, normalement, ça ne peut pas marcher, normalement. Et là, ça marche. C'est-à-dire que par le montage, par la magie, par la façon de filmer les personnes, la façon de filmer les personnages, par la façon de réaliser les gros plans. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait beaucoup entre Garrel et Schroeter, c'était des maîtres pour filmer les gros plans. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une des choses les plus difficiles au cinéma. Faire passer une émotion, les gros plans, en même temps c'est très risqué. Il y a des cinéastes qui évitent de mettre des gros plans dans leurs films parce que c'est trop un travail trop difficile, sans filet, quoi. Et donc un rien dans le regard fait tout basculer. Donc, et eux, ils étaient des cinéastes du gros plan, quoi. Et c'est sûr qu'en voyant leurs films, c'est là aussi que les idées pour faire le cinématon sont venues aussi là. Ça en fait partie aussi, parmi d'autres. Et donc ça, je trouvais ça incroyable, quoi. Et quand on sortait d'un film de Schroeter de cette époque-là, quoi, on avait l'impression d'avoir changé pendant la projection. C'est-à-dire que le film nous faisait avancer, nous faisait évoluer. Voilà. Et ça, c'est rare au cinéma, quoi. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui nous changent. Vraiment, quand on va au cinéma, puis on sort, après on a changé. Voilà. Ça, il faisait partie des quelques cinéastes. Bon, il y en avait d'autres, comme Jean Eustache, par exemple. Et bon, évidemment, il y avait d'autres cinéastes, ou au Japon, comme Yoshida et Oshima. Et donc, on peut en trouver d'autres, évidemment. Fassbinder, ou Antonioni, bon, on ne peut pas dresser toute la liste, mais c'est le propre des grands artistes de nous changer, de nous transformer. Voilà. Alors, ce qui est terrible pour moi, c'est quand je vais au cinéma, que je sors après, que je suis exactement comme avant, que le film n'a rien eu sur moi, que le film, je suis passé à travers le film et que le film n'a servi à rien, quoi. C'est terrible, quoi. On a perdu son temps. Là, vraiment, quand on allait voir les films de Werner et les films de Philippe, là, vraiment, non seulement on n'avait pas perdu notre temps, mais on avait gagné, quoi. On avait gagné quelque chose. Voilà, et donc, c'est lié à une époque, évidemment. Comment vous pensiez John Cassavetes? Parce que il est aussi cinéaste Oui. gros plan. Oui, bien sûr, oui, non, je n'ai pas cité Cassavetes, mais il fait partie de bien sûr. Et c'est évidemment, avec son style à lui, mais pour moi c'est un peu la même chose, quoi. Oui. Oui, bien sûr. Non, mais on peut trouver, ou par exemple aussi au Brésil avec Glauber Rocha, quoi. C'est un peu, c'est la même famille. Hein. Là, par exemple, j'ai fait un peu un scandale l'année dernière. J'ai été invité à un colloque pour parler du cinéma européen. Enfin, c'était un festival du cinéma européen. Donc la première chose que j'ai dit, le cinéma européen n'existe pas. C'est comme si j'avais fait un scandale. Alors pour moi, c'est tout à fait évident. Je me sens beaucoup plus proche de John Cassavetes, de Yoshida, ou de Glauber Rocha, que de tel ou tel cinéaste français ou allemand d'aujourd'hui. Ça paraît évident, quoi. Tu vois, donc, voilà. Donc c'est une grande famille, c'est une sorte d'international comme ça, cinématographique. Et donc dans différents points comme ça, il y avait aussi, par exemple, en Ukraine, il y avait, puis en Géorgie, il y avait Parajanov, quoi. Bon, c'est un peu le même cinéma aussi. C'est vraiment, ou Pasolini en Italie, c'est un cinéma de poésie, quoi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que au lieu de mettre le commercial en tête, il mettait la poésie avant tout, quoi. Donc, alors bon, dans des films peut-être, Pasolini, c'était des films qui étaient faits dans le système, mais il arrivait à parasiter le système et à faire l'œuvre telle qu'il l'avait voulu, quoi, telle qu'il avait ressenti. Alors, des cinéastes dans les années 70, c'est-à-dire après Nouvelle Vague, que Philippe Garrel a appelé les ministères de l'art. Par exemple, Schroeter, Kerman, Noah Jaco, André Tézinet, comme ça. Ils ont commencé à réaliser des films plus narratifs avec des vrais scénarios, plus commerciaux à la fin des années 70.
vous et vos amis, par exemple Luc Mlet et Joseph Morder, restez dans ce microsystème, je pense. Vous n'aviez pas désir de films plus commerciaux? Je ne sais pas, parce que Boulet, il a fait des films bon, un peu dans le, Et un peu bon, un peu dans le système avec l'avance sur recette. J'avoue que moi, j'ai pas eu le temps de m'occuper de faire des films plus commerciaux parce que j'étais sans arrêt sur des projets, c'est-à-dire quand je fais des cinématons en permanence, avec les autres séries, Portrait de groupe, Lire, Couple, tout ça, je suis tout le temps en train de travailler dessus, plus tous les carnets filmés. Et donc, si à un moment donné, je décidais, par exemple, de faire des films plus dans le système, je serais obligé de tout arrêter. C'est-à-dire parce qu'à partir du moment où on fait des films dans le système, il faut écrire des scénarios, réécrire le scénario une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, on passe son temps dans des rendez-vous avec des producteurs, on passe son temps à ça, bon, et à la fin, on ne fait plus que ça. Et donc, si je me mettais à faire des films vraiment plus commerciaux, je serais obligé d'arrêter tous les autres travaux que je fais. Et je considère que le travail que je fais avec les cinématons, avec les autres séries, avec les carnets filmés, sont à mes yeux beaucoup plus importants parce que ce que je crée, par exemple là où je suis, je vais prendre un exemple précis. Donc je suis allé 3 fois à Dubaï. Donc Dubaï est devenu, dans les cinématons, la ville au monde où j'ai réalisé le plus de cinématons après Paris. Il y a un Paris, 2 Dubaï, 3 Cannes. Bon. J'ai pas filmé que des personnalités de Dubaï, j'ai filmé des personnalités de tout le monde arabe. Bon. Pareil, j'ai tourné en 3 voyages, j'ai tourné 16 épisodes de mes carnets filmés à Dubaï. Donc c'est presque tous des longs métrages. Donc c'est un matériel exceptionnel, c'est-à-dire sur Dubaï, il existe ça. Même si je ne vais plus jamais à Dubaï, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, voilà, il y aura ces documents-là, il y a eu tous ces films qui ont été faits à ce moment-là. Et je trouve que c'est plus important que de faire un film commercial qui va s'ajouter à un autre. C'est-à-dire, les films qu'a fait après Philippe Garrel et certains qu'ont fait Schroeter, ils auraient très bien pu ne pas les faire et ça n'aurait rien changé à leur œuvre. Ça n'a rien ajouté. Donc c'était simplement, si c'est pour ajouter un film de plus dans sa filmographie, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse à chaque fois que je fais un film, quel que soit le film, hein, quelles que soient les catégories, cinémato, carnet filmé ou autre, c'est de faire quelque chose de nouveau dans le cinéma, essayer de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc c'est en ça que c'est très artistique. C'est une démarche tout simplement artistique. Voilà. J'essaie de créer à chaque fois des nouveaux concepts, de créer à chaque fois quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant le cinéma. C'est ça qui m'intéresse. Si c'est pour reproduire quelque chose qui a déjà été fait, ça ne m'intéresse pas. Et si en plus c'est pour reproduire un film de plus dans le système commercial, je ne vois pas tellement l'intérêt. Cela dit, si j'ai une opportunité, si j'ai un projet commercial qui mérite d'avoir beaucoup plus d'argent, oui, bien sûr. Mais je ne veux pas faire un film commercial pour faire du cinéma commercial pour gagner de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que dans le microsystème autre produit, il n'y avait pas de difficulté? Mais alors, bien sûr, la plus grande partie de mes films a été autoproduite, mais j'ai fait beaucoup de films qui ont été produits. J'ai même fait des films pour des chaînes de télévision. Chambéry les Arcs, par exemple, est l'exemple d'un film qui a été coproduit par une chaîne de télévision. Il est passé d'ailleurs sur pas mal de chaînes différentes de télévision. L'Homme des Roubines, c'est un film qui a été produit pour une chaîne de télévision aussi. Donc j'ai fait un certain nombre de films qui ont été vraiment produits, où toutes les personnes qui ont travaillé sur le film étaient salariées sur le film. C'était des films qui étaient faits dans le système. Bon, à chaque fois, c'était des projets qui venaient de moi. Voilà, j'amenais des projets. Cela dit aussi, il y a certains projets qu'on m'a proposés et que j'ai réalisés. Donc, voilà, je suis ouvert à toutes les possibilités. En général, comment est-ce que vos films sont présentés? C'est par festival, séances spéciales, pas distribués? Alors non, parce que les carnets filmés, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'au début, moi, jamais je pensais qu'on pourrait. Déjà, je pensais pas qu'on pourrait les montrer. Bon, déjà. Après,
je me disais, on va peut-être les montrer, mais peut-être que ça n'intéressera personne. Donc la surprise, c'est que maintenant, par exemple, on me demande les carnets filmés et que par exemple les éditions L'Harmattan, c'est eux qui m'ont demandé, c'est pas moi qui ai proposé, c'est Rémi Lange qui est responsable donc, de tout ce qui est documentaire aux éditions L'Harmattan. Donc c'est lui qui m'a dit, voilà, il faut absolument qu'on sorte des films sur Joseph Norder, sur Luc Moulet, sur Vincent Nordon, sur Philippe Garrel, sur Bernard Schroeter. C'est vraiment, c'est parti de lui. Et donc, et les films commencent à être montrés. J'en avais montré à Nicole Brenez, par exemple, c'est elle qui les a programmés à la Cinémathèque. Donc au début, je ne savais pas si ça pouvait intéresser un public. Et donc, et je me suis aperçu que oui, ça intéresse. Et donc là, il y a un an, j'ai créé il y a même moins d'un an, j'ai créé ma chaîne sur YouTube. Et donc, je mets petit à petit tous mes films sur YouTube, sauf ceux qui sortent en DVD, pour ne pas faire concurrence. Mais autrement, petit à petit, je mets tous les cinématons, tous les carnets filmés. Et les carnets filmés, il y a certains épisodes des carnets filmés qui ont beaucoup de succès. C'est formidable parce que je pensais que ça n'intéresserait peut-être pas que très peu de monde et ça intéresse des personnes du monde entier. Voilà. Et donc ça c'est un peu comme les cinématons d'ailleurs. Quand j'ai commencé les cinématons, je ne savais pas du tout comment ça allait marcher parce que tant que ça n'avait pas été montré, c'est-à-dire avant la première projection, je me suis dit peut-être que je me souviens, avant la première projection, je me suis dit peut-être les gens ne vont pas s'intéresser à ça, ils vont peut-être dire c'est pas intéressant. Et s'ils disent ça, peut-être que ça va m'arrêter dans mon élan, je vais peut-être arrêter de faire des films, de faire les cinématons. Et par chance, dès le début, ça a été un succès incroyable. C'est-à-dire un succès qui dépassait, qui allait au-delà de ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé pour les cinématons que ça commence à intéresser les gens au bout de quelques années seulement, qu'ils comprennent la démarche historique. Donc je me disais, dans 3 ou 4 ans, les cinématons, ça va commencer à marcher. Et pas du tout, ça a marché dès le premier jour. Alors là, ça m'a complètement surpris. Comme quoi, on ne peut jamais savoir. C'est-à-dire, il y a des films sur lesquels on travaille, on croit que ça va marcher, personne ne s'intéresse à votre film, et des fois, c'est complètement l'inverse. Voilà. Et les cinématons, c'était complètement l'inverse. Tout de suite, ça a été un succès. C'était incroyable, c'était des happenings. L'année 78, donc j'ai montré dans plein de festivals, c'était des happenings, c'était de la folie. Quoi. Il y a des gens qui s'en rappellent aujourd'hui encore de cette époque-là. Alors, Philippe Garrel a dit dans le ministère de l'Art, je crois, en 1981, quand Jean Eustace est mort, tout a changé. C'est-à-dire tous les shows autour du cinéma. Jean Eustace, il est cinéaste entre Nouvelle Vague et les générations de Garrel, c'est-à-dire votre génération. Post-Nouvelle Vague. Oui. Pour vous, qu'est-ce que sa mort a donné? Parce que vous connaissez Jean Eustace. Oui, je connaissais, mais il est mort, ça avait déjà changé malheureusement, parce que et vraiment, pour moi, enfin, déjà dans les années, disons dans la deuxième partie des années 70, déjà ça avait changé, et vraiment là, le 1er janvier 1980, déjà là ça change complètement. C'est-à-dire les modes changent, parce qu'on change de décennies, et déjà il y a plein de nouvelles modes qui arrivent, mais déjà on peut dire dans les années 77-78, déjà c'était, ça avait changé, quoi. Et je suis vraiment, j'étais arrivé juste à la fin quand je suis arrivé à Paris en 75, c'était déjà la fin, mais on ne se rendait pas compte, c'est difficile de remarquer ça. Mais je me souviens d'une chose, c'est en 1978, dans l'entretien avec Bernard Schroeter, dans la discussion que nous avons tous les deux. Donc lui, il ne va pas voir beaucoup de... je crois qu'il ne voit pas de films dans le festival. Moi, je vais voir des films et je lui dis, et je suis avec Jean-Claude Moirot, qui est un ami du Ciné-Club universitaire de Dijon, parce qu'on était tous les deux du Ciné-Club universitaire de Dijon, qui fait l'entretien avec moi, et on a la discussion avec Werner, et on dit, cette année, on est très déçus par les films qu'on voit au festival. Donc en 78, tu vois, déjà, il y a une bascule déjà, tu vois. Et même, par exemple, il y a le film de Fassbinder qui est présent, c'est Desper qui est présenté au Festival de Cannes. Et donc on en parle à Werner, lui il n'a pas vu le film, et quand on lui dit non, c'est un filtre des sons, il est très surpris parce qu'il connaît les films de Fassbinder, c'est un ami à lui. Il dit tiens, et peut-être que d'autres personnes lui ont dit oui, le film n'est pas très bien. Enfin, c'est pas que c'était un mauvais film de Fassbinder, c'était un bon film, et Fassbinder avait fait des films bien meilleurs avant. Voilà.
Donc Eustache, dans le parcours de Garel, c'est peut-être symbolique, mais pour moi, c'était déjà, le monde avait déjà beaucoup changé. Il y avait déjà eu l'élection de Mitterrand. C'était vraiment, on avait changé de monde déjà, vraiment. Mais il a dit, par sa mort, il pense qu'il doit changer le système. Parce que Jean-Eustache, à la fin, parce qu'il a, bien sûr, il a réalisé Maman et Python, mais après, il a réalisé dans la télévision, petite fille. À la fin, il a réalisé lui-même comme ça, Ah oui. ces idées. C'est vraiment un petit système. Oui, oui. Donc, Alors, non, mais alors, bon, moi, j'ai pas la même opinion que Garel. C'est-à-dire que chaque cinéaste est différent. Chaque cinéaste a son système de fonctionnement qui est différent. Et Eustache, il avait son propre système, mais le problème, c'est que il a été un peu dans une impasse après La Maman et la Putain. Et donc, il a été. Il est allé tellement loin dans ce film-là que c'était très difficile après d'atterrir, de revenir. C'est-à-dire qu'il a tout mis, tout mis dans le film. Et je sais pas, enfin, il fait partie de ces cinéastes qui mettent du temps aussi à faire un film. C'est-à-dire qu'il y a des cinéastes, comme Garel ou Schroeter dans les années 70, ils enchaînaient film sur film. Et il y a d'autres cinéastes qui mettent beaucoup d'années, comme Tati par exemple, il mettait en général, je sais plus, 5 ou 7 ans pour faire un film. Bresson, toujours, c'était toujours très long. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'était, même si c'était inconscient, ils avaient besoin de ce temps-là pour faire un film. C'est-à-dire qu'on dit, oui, Tati, il n'avait pas d'argent pour faire ses films, c'est pour ça que ça mettait tant d'années. Non, pas du tout, c'est complètement faux. Quand on étudie la carrière de Tati, la vie de Tati, on s'aperçoit qu'il avait besoin de tout ce temps-là pour faire un film. C'est-à-dire, la maturation, voilà, elle devait durer des années et des années. Et d'autres cinéastes, comme Godard par exemple, dans les années 60, ils tournaient 2 longs métrages par an, plus un court métrage. Et voilà, puis il y a d'autres cinéastes, ils font un film tous les 10 ans. Donc chaque cinéaste est vraiment différent. Donc pour Jean Eustache, je sais ce que dit Garel, mais là-dessus, je suis pas d'accord parce que chaque individu, disons, est libre aussi est libre, dans sa création. Donc si un cinéaste ne fait pas de film pendant un certain temps, c'est que quelque part, au fond de lui, il y a une volonté de ne pas faire de film pendant ce temps-là. Voilà. Et donc, alors peut-être que Eustache, on lui a refusé la mention recette, mais tous les cinéastes, sans exception, on leur a refusé la mention recette, même Jean Renoir, tous les cinéastes. Donc, voilà, ça ne veut rien dire. Alors, je comprends dans le raisonnement de Garel, c'est... lui, il voit ça de façon générationnelle, alors que moi, je ne le vois pas de cette façon-là. Moi, je m'intéresse plus aux cinéastes, je m'intéresse plus aux cinéastes qu'à une génération. Voilà, parce que dans une même génération, il y a des gens qui sont tellement différents. Entre Jacquot et Garel, c'est vraiment le petit artisan et le génie à côté. Bon, c'est les deux extrêmes, quoi. Donc, ils sont de la même génération, mais ils n'ont rien à voir comme cinéaste, à mon avis. Il y a plus de rapport entre Garel et Schroeter qu'entre Garel et Jacquot, par exemple. Voilà. Et pour parler et Chantal Akerman, c'est la même chose. Et le problème de Garel, de Chantal Akerman et d'un certain nombre de cinéastes, c'est qu'ils ont un problème avec disons, la reconnaissance et avec l'argent. Donc ils veulent être reconnus par un plus grand nombre et gagner plus d'argent. Voilà. Donc si on veut faire ça, on croit qu'il faut passer par un cinéma plus commercial, ce qui est complètement faux. Parce que c'est pas parce que si vous gagnez plus d'argent que vous allez faire plus de films, que vous serez plus heureux, et que vous serez plus reconnu. L'œuvre de Garel était beaucoup plus reconnue dans les années 70 qu'aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il faisait de l'avant-garde. Mais les gens qui allaient voir les films de Garel, c'était des accros, c'était des aficionados. Ils allaient voir les films plusieurs fois, ils étaient fous des films. Ils étaient prêts à mourir pour voir les films. Alors qu'aujourd'hui, c'est des films d'auteur, entre guillemets. C'est des beaux films, évidemment. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, il a moins de public que dans les années 70. Donc, mais simplement, aujourd'hui, il fait des films avec plus d'argent, il gagne plus d'argent. Voilà. Moi, si c'est pour ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je
préfère même faire autre chose que du cinéma. Si c'est pour je peux gagner plus d'argent en faisant autre chose qu'en faisant du cinéma, par exemple. Alors lui, il a beaucoup de talent, Garel, donc il s'en sort. Mais j'ai connu plein de cinéastes comme ça qui étaient dans la marge. Ils se sont dit non, maintenant il faut que je gagne de l'argent. Ils ont voulu faire un cinéma commercial, ils ont disparu, ils ont fait de la merde et après ils ont arrêté de faire des films, ils ont disparu. Bon, Garel, lui, il a beaucoup de talent. Donc, le talent, non, mais il est toujours présent, il ne se volatilise pas. Mais j'aurais voulu qu'il continue qu'il continue à faire des films. Comme même, par exemple, comme Marie pour mémoire, sans aller jusqu'à la cicatrice intérieure, parce que la cicatrice intérieure, c'est un summum, donc on n'atteint qu'une fois dans sa vie, comme Schroeter avec la mort de Maria Malibran. Bon, ça, on n'en fait qu'un dans une vie comme ça. Et je ne sais pas, comme Godard, on pourrait dire, je ne sais pas, le mépris, voilà, mais voilà. Pour moi, c'est un peu mystérieux. C'est pas parce que Garel, dans le ministère de l'art, il a choisi quelques cinéastes. Il a dit c'est cinéaste dans les années 70. Parce qu'il y a beaucoup de cinéastes, parce que par exemple Bubu aussi, cinéaste de l'époque de Garel. Pourquoi il a choisi par exemple Tantara Kelman? Ah oui, oui. J'imagine c'est cinéaste plus commercial. Non, c'est pas ça. Travail. Non, parce que non, c'est que des cinéastes qui ont commencé à faire des films en même temps que lui. Enfin, ou des cinéastes qui ont fait des films, disons, aux alentours de mai 68. Chantal Akerman, son premier court-métrage, c'est en 68 par exemple. Moi, c'est très jeune. Donc, et en fait, il a choisi que des cinéastes qui en 68, soit ils avaient déjà fait des films, ou soit ils commençaient à faire des films. Alors moi, je suis arrivé bien après, en fait. Par exemple, André Téchiné, il a commencé, je crois, en 66 ou 67. Ah, c'est-à-dire avant 1968. Ah oui, bien sûr, son premier long métrage, c'est Paulina s'en va. Oui, j'aime beaucoup. Ben oui, mais c'est pareil, c'est bien meilleur que ce qu'il fait après. Oui, vraiment, il a changé. Par exemple, j'ai vu, mais déjà, par exemple, le film qu'il a fait avec Depardieu, oui, mais déjà, c'est beaucoup moins bien, déjà. Il a grand succès, peut-être. C'est pas intéressant, c'est pas très bon comme film, quoi. Mais je l'avais pas beaucoup aimé à l'époque, je l'ai revu là, il y a un an. Je me suis dit, oui, bah, c'est pas grand-chose, quoi. Et donc, voilà, mais il y a beaucoup de cinéastes qui commencent par faire des super films au début, puis après, très vite, ils plongent, quoi. Et voilà, mais ce qui est important dans le cinéaste, c'est une carrière sur la durée, quoi. Si on s'intéresse à plein de cinéastes comme Godard, comme Howard Hawks, je sais pas, comme John Ford, du premier au dernier film, tout est bien, quoi. Alors, il y a des hauts et des bas, bien sûr, mais il force est de constater que même du début jusqu'à la fin, c'est vraiment bien, quoi. C'est très fort. Même les derniers films de Hawks, c'est pas les meilleurs, mais c'est tellement meilleur que tout ce qui sort à côté, quoi. Il y a une telle maîtrise, voilà, quoi. C'est ça un cinéaste. Cassavetes, les films jusqu'à la fin, bon, tout est bon, quoi. Alors que les gens comme Téchiné, ils ont fait un film ou deux au début, puis hop, tout de suite, ce qu'ils ont fait après n'est pas très intéressant. Téchiné, pas Téchiné. Doyen, non, mais Doyen, c'est un cinéma intéressant. Hein. C'est le seul, disons, de cette époque avec Garel qui a continué à être, disons, original et, disons, à être radical, quoi, dans sa démarche, quoi. Voilà, il a une démarche. Bon, Romer aussi, mais Romer c'est avant, c'est la nouvelle vague. Mais voilà, il a une démarche et il la tient, voilà. Il reste, voilà. C'est un artiste, il doit passer, voilà, il a son chemin. Bon, il ne faut pas qu'il s'occupe d'autres contingences économiques qui risquent de perturber sa trajectoire. Il y a une trajectoire à l'artiste. Alors, bien sûr, pas son amoureux, mais lui et Garel ont réalisé beaucoup de films après dans les années 70. Vous ne vous intéressez pas beaucoup des films après 1970. Garel, oui, si, la plupart je les ai vus, mais je les trouve moins intéressants. Hein. Disons que... et Bernard Schroeter, c'est la même chose. Hein. C'est très loin de ces films des années 70. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont découvert, par exemple, Schroeter dans les derniers films. Et puis le jour, ils ont vu des films comme La mort de Maria Malibran. Ils ont dit, c'est pas le même cinéaste, c'est autre chose. Donc ça m'intéresse évidemment, parce que connaissant leurs films de leur première époque, bon, quand je vois les nouveaux films, j'ai toujours en mémoire tous les autres films qu'ils ont fait avant. Donc c'est une sorte de chaîne comme ça, tout cinéaste c'est une chaîne.
Mais en tant qu'œuvre, si on ne doit voir que si on doit voir que par exemple que le dernier Garel ou que le dernier Schroeter, on est un peu frustré, quoi. Alors que par exemple quand je vois le dernier Hawks, par exemple, je ressens toute l'œuvre de Hawks dans le dernier film. Alors que là, dans le dernier Garel, dans le dernier Schroeter, on ne sent pas toute l'œuvre de Garel ou toute l'œuvre de Schroeter à l'intérieur, au niveau du style, au niveau des thèmes, au niveau de l'ensemble, quoi. Mais je pense quand même que Garel est resté à garder un meilleur niveau que Schroeter. Parce que Schroeter, à partir du moment où il s'est quand même axé sur le théâtre et l'opéra, il a été quand même beaucoup moins motivé dans le cinéma et ses films quand même ont été moins aboutis, quoi. Comme Garel, il reste quand même très vraiment cinéma, quoi. Il est vraiment dans son trip, quoi. Il est bien resté dedans. Donc ce qui fait qu'il y a quand même, d'un film à l'autre, il y a quand même encore de très bons films, quoi. Mais il n'y a plus le film génial, quoi. Voilà, c'est ça. Comme Le Berceau de cristal, ou La cicatrice intérieure, ou même Un Tanor, qui est un court film, mais qui reste splendide, qui nous éblouit, qui éclate complètement sur l'écran. D'accord. Je change de sujet. Vous avez joué beaucoup de films, dans beaucoup de films. Par exemple, comment vous avez rencontré Rohmer? Ah oui, Rohmer, je l'ai rencontré, je pense que c'est grâce à Rosette. Donc un jour, Rosette avait voulu lui montrer donc, son cinématon à Rohmer, et quelques autres cinématons de comédiennes que j'avais filmées de Rohmer, notamment Marie Rivière. Et donc un jour j'avais fait une projection privée, c'était au studio 43, la salle de Dominique Paigny, qui après avait été reprise par Gérard Vaugeois. Donc, mais je pense que c'était l'époque Paigny, vers 82 par là. Et donc j'avais fait une petite projection privée pour Éric Rohmer et Rosette, les cinématons. Donc c'est la première fois que j'avais rencontré physiquement, que j'avais discuté avec Rohmer. Voilà, que je l'avais croisé avant, oui, dans une fête des Cahiers du cinéma par exemple, mais je ne lui avais jamais parlé. La première fois c'était là, je lui avais parlé. Donc c'était grâce à Rosette, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Éric Rohmer, l'un des tout derniers films qu'il a vu de sa vie, c'est un épisode des carnets filmés que j'ai tourné en 2009, pendant l'été 2009, qui s'appelle Direction Sud-Est, et dans lequel il y a la moitié du film, il y a peut-être 40 minutes, qui se passe dans le sud de la France, dans un village à côté de Nîmes, vraiment très très chaud, dans les régions les plus chaudes de France. Et donc j'avais passé une semaine chez Rosette, et donc j'ai beaucoup filmé chez Rosette, parce que c'est une immense maison ancienne, dans un village très ancien, du Moyen-Âge. J'ai filmé le village avec des rues étroites, qui sont plus étroites que ça, étroites comme ça, les rues, les voitures ne passent pas. Donc j'avais beaucoup filmé là. Et donc, je pense peut-être un mois ou deux avant sa mort, Rosette lui a montré ce film-là. Donc voilà, parce qu'il voulait voir la maison de Rosette, il n'était jamais allé là-bas. Donc Rosette lui a montré tout le film, et la réaction, et Rohmer lui a dit « Oh là, c'est dommage, si j'avais su que cette maison était si belle, j'aurais tourné un de mes films dans votre maison. » Voilà, c'est un des derniers films, je sais que c'est un des derniers films qu'il avait, c'est les carnets filmés, un carnet filmé. Voilà, Rohmer c'est comme ça, voilà. Puis une fois, il m'avait téléphoné, j'étais au festival de Deauville, c'était la première fois de ma vie, c'était en 85. J'étais allé 2-3 jours au festival de Deauville avec une amie, et donc j'étais là un week-end, voilà. Et puis j'avais envie de rester comme quelques jours, parce que je trouvais l'ambiance sympathique. J'avais rencontré Samuel Fuller, par exemple, Terry Gilliam, je trouvais ça bien. Et je me dis, tiens, est-ce que je reste? Il y a un ami qui dit, oui, reste, tu verras, c'est vachement bien. Et puis comme j'y étais allé là-bas avec une amie, en voiture, bon, j'ai trouvé que c'était plus poli de rentrer avec elle, de la ramener à Paris. Bon. Et donc je suis rentré le dimanche soir, voilà. Et j'avais un message sur mon répondeur de Rohmer, qui me dit, voilà, rappelez-moi très vite, tout de suite, j'ai besoin de vous. Ah bon, donc le lendemain matin, je rappelle Rohmer, il me dit oui, je suis en train de tourner un film en ce moment, il me dit ce que c'est. Et donc voilà, je voudrais, si vous aviez le temps, me confier un petit rôle. Donc il me donne rendez-vous le soir, je crois que c'est à la Closerie des Lilas. Donc voilà, et donc pour me dire, voilà, je fais un film en ce moment. Donc, voilà, il me raconte son film.
film, puis on parle des cinématons. Et je lui dis, mais j'aimerais faire votre cinématon. Et il dit, bah, écoutez, vous savez, moi je refuse d'être filmé. Il m'explique les raisons pour lesquelles il refuse d'être filmé. Tout ça, il me dit, bon, écoutez, moi j'accepte bien de faire un cinématon, mais à condition qu'il ne soit pas montré. Bah, je dis, non, vous savez très bien qu'un cinématon est obligatoirement montré en public. Je ne peux pas garder des cinématons comme ça. En dehors de chaque cinématon a un numéro, donc il est montré. Il me dit oui, je sais. Donc il me dit je ne peux pas être dans le cinématon. Mais il me dit par contre, je vous propose de jouer dans mon film que je tourne en ce moment. C'était 4 aventures de Rednet et Mirabel. Voilà, ça s'était passé comme ça. Et c'était peut-être le lendemain ou le surlendemain, je tournais avec lui. Jean-Claude Brisson aussi, il a joué dans ce film. Oui. Vous connaissez Jean-Claude? Bah, je le connais un petit peu, oui. Et il a aussi, maintenant il réalise ce film. C'était Grand Prix à Locarno cette année. Ah bon? C'était très bien parce que c'est vraiment autre produit. Oui. Lui-même, il jouait acteur principal. C'est chez lui. Ah oui. Ah ben, alors, le problème, je ne connais pas les premiers films de Brissot, qui sont, paraît-il, les meilleurs. Ça, je ne les connais pas. Ceux des années 70. Oui, j'ai vu. Ah oui, mais je ne les ai pas vus. Avec sa femme, non? Je sais pas, moi je ne les ai pas vus, les premiers. Elle était monteuse de Romer, je pense. Lisa. Ah oui. Donc ça, je sais qu'ils sont... tout le monde me dit que c'est les meilleurs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Mais Devenir, c'était très bien. J'ai vu à Locarno. Oui. Donc, voilà. Alors, Marcについて聞きたいですか？今もうParce qu'il veut savoir. ところではい。ジャンルーシュのシネマトンって撮ったことありますか？Il est vraiment fan de Jean Rouge. Le cinématon de Jean Rouge, il est sur YouTube. Il y a YouTube. 本当ですか？Oui. Oui. Filmé en 1990. 90年、1990年。どういう感じで撮ってどういう話したか教えてもら Comment っていい？ vous avez rencontré Jean Rouge? Je pense à la Cinémathèque, hein, parce que il était... c'est quelqu'un qui était très présent à la Cinémathèque. Je pense que la première fois, c'était la Cinémathèque. Et quand j'ai eu une très grande rétrospective à la Cinémathèque en janvier 91, à l'époque, c'était Jean Rouge qui était président de la Cinémathèque. Ah, d'accord. Oui. Parce que j'ai eu une rétrospective qui a duré 1 mois, donc on a montré tous les films. Donc déjà, intégral cinématon. À l'époque, il y avait 1465 cinématons, intégrale de toutes les autres séries de portraits, et intégrale des courts et des longs métrages. Et on projetait, par exemple, dans les longs métrages dans la grande salle à Chaillot, mais tout ce qui était cinématon, autres séries de portraits, c'était dans la salle Lottesner, il fallait monter les escaliers. Il y avait une salle à droite qui faisait à peu près 80 places, et là, toute la journée, passaient les cinématons. L'ensemble avait duré 1 mois. Vous vous souvenez, qu'est-ce que vous avez parlé avec Jean Rouge quand vous avez... On avait parlé, non, mais je pense qu'on avait parlé de Super 8, parce que lui, il s'intéressait beaucoup au Super 8. Et parce que quand il allait en Afrique, il avait donné beaucoup de caméras Super 8 à des jeunes cinéastes africains. Et donc il avait remarqué, il m'avait dit qu'ils avaient constaté une chose intéressante, c'est que donc on projetait les films, donc il y avait des films en 16 mm, des gens qui travaillaient en 16 mm, d'autres en Super 8, et que les films en Super 8 s'abîmaient moins que les films en 16 mm. Donc ils pouvaient les projeter plus longtemps en Super 8, les copies duraient plus longtemps. Donc c'était surprenant parce qu'on se dit plus on monte dans les formats, plus les formats sont résistants, ils peuvent être projetés longtemps. 35 mm, oui, le 35, oui, mais le 16 s'abîmait beaucoup plus vite que le Super 8. Et donc, je me souviens, il m'avait parlé de cette expérience-là, on avait parlé technique en fait. Parce qu'il était très fort au niveau de la technique, il s'intéressait beaucoup aux questions de la technique. Et j'ai dit toujours que le premier film de la Nouvelle Vague, c'est pas... tout le monde dit que c'est le film de Chabrol qu'il a tourné avec Gérard Blin et Bernadette Lafont dans la Creuse, dans le Massif central. Peut-être physiquement, le premier qui a été tourné, oui, c'est le film de Chabrol, mais le premier vrai film Nouvelle Vague, pour moi, c'est le film de Jean Rouge qui s'appelle Chronique d'un été. Voilà, qui est un film, qui est le seul film de la Nouvelle Vague, je dis bien le seul, qui est tourné en son synchrone. Parce que par exemple, À bout de souffle, c'est entièrement doublé en studio, au niveau du son. Le seul qui a été tourné en son direct, c'est le film de Jean Rouge. Pour moi, c'est le vrai film de la Nouvelle Vague, c'est le film de Jean Rouge. C'est plus important, il est plus important qu'À bout de souffle, qui est plus important que le film de Truffaut ou de Chabrol. Voilà. Et
ça, on s'en rendra compte dans 50 ans. Dans 100 ans après, tu vois, en 2058, quand on va célébrer le centenaire de la Nouvelle Vague, on dira que le grand film de la Nouvelle Vague, c'est Chronique d'un été. Antoine de Becco, il a dit ça. Ah bon, je ne savais Oui, pas. Jean-Luc, il a commencé avec ce film. Ah ben on est d'accord. Voilà, voilà. Donc c'est... voilà, donc avec Oshima, j'ai pas parlé avec lui. Ah, c'est vrai. Parce qu'on a échangé quelques amabilités, mais voilà. 他に質問ありますか？まあジャンル集シネマベリテを始めた人って言われてるけど、今の映画の中でフィクションとかでどうやってそれは生き続けているんですか？ジャンル集il est cinéaste de cinéma vérité. Oui. Oui, c'est un élément de cinéma vérité. Il dit maintenant, tu penses cette idée Bible dans ce cinéma maintenant, par exemple, ce film, cinéma fiction, documentaire, idée de cinéma vérité. Oui, oui. Maintenant, c'est vivant, je pense. Ça. Moi, je pense que c'est... je sais pas, quand tu dis c'est vivant, chez quel cinéaste aujourd'hui? Pas cinéaste, dans le cinéma. Parce que... ce que je vois, là, par exemple, ce qu'on appelle les documentaires, tu veux dire? Les documentaires. ドキュメンタリー、多分ゴダールとかトリフォーもそのシネマベリテの賞はノーベルバーグの時代に使ってたと思うんだけど。ゴダールet Truffaut aussi, il a utilisé le moyen de cinéma vérité, par exemple dans les années 60. Oui, oui. Maintenant aussi, c'est... Parce que moi, je trouve que maintenant, on est passé vraiment... on est passé de l'autre côté du miroir, si tu veux, ça ne veut plus rien dire. Enfin, il n'y a plus de cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire que... il y a deux événements, je vais relater deux événements. Au début des années 90, j'ai découvert un phénomène chez des cinéphiles, donc des personnes qui connaissaient bien le cinéma et qui aimaient le cinéma. Déjà, il y a une chose qui m'a beaucoup surpris, donc c'était déjà il y a 20 ans, et beaucoup de ces cinéphiles ne connaissaient pas l'histoire du cinéma. Ce qui était complètement pour moi aberrant, parce que nous, on faisait partie de générations, des générations, on avait appris l'histoire du cinéma avec les différents mouvements, le cinéma muet, les années 20, avant-garde des années 20, etc., Hollywood, néo-réalisme, etc., nouvelle vague, etc., etc. Donc voilà, on connaissait les cinéastes, voilà. C'était une évidence, c'est comme l'histoire de France, ou comme chez vous, l'histoire du Japon, vous savez, les différents siècles, tout ce qui s'est passé. Et quand j'ai vu qu'au début des années 90, des gens qui connaissaient le cinéma ne connaissaient pas, ils étaient complètement perdus dans l'histoire du cinéma, pour eux c'était un patchwork, je me suis dit, oui, en fait c'est compréhensible, parce qu'il y a tellement de films aujourd'hui qu'on est submergé par les films, et qu'on n'arrive plus à voir voilà, comment dire, cette histoire, elle est complètement embrouillée, quoi. Et c'est de ça qu'est partie mon idée des compressions. C'est-à-dire quand j'ai commencé à faire les compressions en 95 pour le centenaire du cinéma, je me suis dit, je vais faire des compressions de films que j'aime. Pas nécessairement des chefs-d'œuvre du cinéma, non, les films que j'aime. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais compresser des films que j'aime en 3 minutes, 3 ou 4 minutes. Oui. Et donc, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, les gens ne connaîtront plus rien de l'histoire du cinéma. Ils vont voir les compressions, et peut-être à partir d'une compression, ils vont dire, ah, mais j'ai envie de découvrir ce film. Voilà. Et donc, c'est parti d'une idée simple comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé les compressions. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, j'avais une autre idée, mais que j'ai oubliée, qui était par rapport aux années 2000, c'était... peut-être que l'idée va revenir, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, les compressions, c'était de... Voilà, c'est un peu comme les cinématons, quoi. Je crée une mémoire du cinéma. Voilà, et parce qu'un jour, on verra plus les chefs-d'œuvre du cinéma. Les Eisenstein, Murnau, Lang, Rausch, tout ça. On verra quasiment plus les films. Et donc, peut-être qu'au moins on verra les compressions. Déjà, peut-être, je ne sais même pas. Alors, je ne pense pas maintenant il y a cinéma vérité.
Non, parce qu'il n'y a plus de cinéma maintenant. Si tu veux, Mais tu vois, d'après moi, c'est plus du cinéma, hein, c'est des disquettes, pardon, des cartes mémoire. Donc il n'y a plus de cinéma, quoi. Le cinéma, c'est quelque chose qui vibre. Tu vois, quand tu vois une projection, ça vibre. Tu vois. Il y a la croix de Malte qui fait que c'est comme c'était un cœur qui battait. Donc ce cœur ne bat plus. Alors on fait des images, bien sûr, et on peut faire des images extraordinaires, on peut même faire des films extraordinaires. Tu vois, aujourd'hui. Mais le cinéma n'existe plus, on est passé à autre chose. Je ne sais pas comment l'appeler, il faut l'appeler autrement. Il y a sans doute des théoriciens du cinéma qui ont trouvé un nouveau nom. Mais on ne peut plus vraiment parler de cinéma. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une préhistoire de quelque chose, quoi. Parce que quand je vois... oui, alors oui, là, voilà, c'est revenu. Et je fais partie je suis membre de l'Académie des arts et du cinéma, c'est-à-dire que je vote au César. Et donc, en tant que membre de l'Académie, à partir du début des années 2000, 2002, 2003, donc les membres, on a commencé à recevoir des DVD, des films qu'on devait choisir, tu vois, pour les Césars. On recevait les DVD des films. Tu vois. Et donc, je voyais plus tellement le cinéma français des années 90. Tu vois. Et donc, j'ai commencé à regarder les DVD que je recevais, quoi. Mais j'ai été consterné. Je me dis, mais j'imaginais pas qu'il pouvait exister des films aussi mauvais. Je n'imaginais pas. J'ai vu des choses incroyables. C'est-à-dire qu'un très mauvais film des années 50 ou 60, c'était un chef-d'œuvre à côté, si tu veux. Tu vois. Il n'y a plus de travail du tout. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tu vois, au moins avant, quand il y avait la pellicule, il y avait un chef opérateur, il fallait qu'il fasse sa lumière, il fallait qu'il travaille, autrement l'image n'était pas exploitable. Donc, voilà, puis si jusqu'aux années 50, on travaillait essentiellement en studio, en travaillant en studio, il fallait décorer le studio. Donc chaque metteur en scène, il fallait qu'il décore son studio, donc ça lui demandait un travail, sa vision du monde, voilà. Et le chef opérateur, il fallait qu'il éclaire d'une certaine façon, donc il y avait un travail. Alors après, on pouvait ne pas aimer le travail, mais il y avait un travail. Là, il n'y a plus de travail. Voilà, les gens mettent leur caméra, ils filment dans les mêmes endroits, ils filment dans les mêmes lofts, les mêmes grands appartements à Paris. D'un film à l'autre, c'est la même chose. Il n'y a plus de magie, il ne se passe plus rien, quoi. Et j'ai vu des films, mais c'était incroyable. Des films, je me dis, mais c'est pas possible que des films soient aussi mauvais, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, donc il n'y a pas loin de 10 ans, pas tout à fait 10 ans, je me suis dit, mais attends, c'est pas normal, ça, c'est incroyable, quoi. Et je me suis dit, je vais essayer d'étudier le cinéma français de toutes les époques, essayer de voir beaucoup de films, beaucoup de films français, parce que il me manque comment dire, il me manque des maillons, il me manque des parties. Et donc depuis pas mal d'années, j'essaie de voir des films français un peu de toutes les époques. Et donc, si tu veux, le cinéma français a progressé jusqu'aux années 50, jusqu'à la nouvelle vague, tu vois le niveau moyen des films, le niveau moyen, je parle. Donc il y a toujours des grands films et des petits films, quoi. Et puis à partir des années 60, milieu des années 60, le niveau moyen commence à baisser, et chaque décennie, ça baisse encore, ça baisse encore, ça baisse encore, ça baisse. Et là, on arrive à voir des films, mais c'est inregardable. C'est-à-dire que si on n'est pas ami avec le réalisateur ou avec l'acteur du film, on n'a pas envie de voir le film. Tu vois. Alors que jusqu'à une certaine époque, même si on n'aimait pas le film, on pouvait regarder le film parce qu'il y avait quelque chose à voir, il se passait quelque chose. Là, on en est arrivé à un point où on est passé on a basculé on est passé de l'autre côté du miroir, tu vois. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression d'être d'un autre monde et même d'une autre planète, tu vois, parce que j'essaie encore de faire des films, quoi, ce qui ressemble à du cinéma, tu vois. Chris Marker, Bah oui, Chris Marker aussi, bien sûr. Mais c'est une minorité. Aujourd'hui, par exemple, en France, la grande époque du cinéma français, les années 50, ont réalisé 100 longs métrages. Tu vois, et les 100 longs métrages, tu peux les regarder aujourd'hui, tous. Même les plus mauvais, tu peux les regarder et tu prendras du plaisir à les voir parce que déjà, en général, il y a toujours de très bons sujets. Tu vois, c'est toujours un cinéma qui est relié à un public. C'est-à-dire que tous les films, il fallait qu'ils aient un public. S'ils n'avaient pas un public, le producteur faisait faillite, il arrêtait. Donc il y avait toujours un lien avec le public. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de films qui sont réalisés, ils sont financés avant le premier jour de tournage. Il y a Canal+, l'Avance sur Recette, Ciné-Cinéma,
Arte, il est déjà payé avant. Donc s'il y a 0 spectateur, ça ne change rien. Le producteur ne perd pas d'argent, il en gagne peut-être, il en gagne déjà. Donc il n'y a plus le lien avec un public. Donc le jour où un artiste, là un cinéaste, est coupé d'un lien avec son public, son œuvre n'existe plus. Et pour tous les artistes, c'est la même chose. Pour un écrivain, c'est la même chose. Un écrivain qui écrit des livres qui ne sont absolument pas lus, s'ils sont lus par 10 ou 20 personnes, oui, il existe. Mais si 0 personne, si personne ne le voit, et un peintre, c'est la même chose. S'il n'y a pas, une... c'est-à-dire qu'une œuvre, c'est comme du ping-pong, tu vois, avec le public. Elle doit rencontrer le public, et le public renvoie au créateur, tu vois. Ça va dans les deux sens. Et là, ça va dans un sens. Et donc, et de plus en plus de films, mais vraiment une majorité de films, c'est ça. Alors évidemment, quand on voit d'un seul coup un film de Luc Moulet, on a l'impression que c'est un chef-d'œuvre, tu vois, parce que c'est tellement différent de tout ce qu'on voit, quoi. Mais c'est pas du tout un chef-d'œuvre, c'est un bon film. Mais c'est vrai que par rapport au reste, oui, ça peut paraître, on peut dire, on pourrait presque dire que c'est un chef-d'œuvre. マルケルの何が聞きたい？あ、ここで来てそのシネマートンやろうとした時どういうことなの？ Comment vous avez rencontré cinéma Chris Marker Moi, je ne l'ai pas rencontré. Je n'ai jamais rencontré Chris Marker. Simplement, j'ai une amie qui est une bonne amie à moi et qui est une bonne amie à Chris Marker. Donc cette amie a dit, je vais demander à Chris Marker s'il veut faire un cinématon. C'est directement comme ça. Moi, je ne l'ai pas rencontré. J'ai une amie, une femme, journaliste, qui est une amie à moi et amie à Chris Marker. Et donc, j'ai demandé à cette femme de demander à Chris Marker s'il est d'accord de faire un cinématon. Donc, elle a demandé à Chris Marker. Et Chris Marker a dit, bah non, je ne peux pas faire de cinématon parce que je ne peux pas être filmé. Mais je peux faire un dessin pour Gérard Courant. Je vais faire un dessin de chat parce que j'aime les chats. Et là, il a écrit pour les cinématous. Et il a fait le dessin pour moi. Voilà. 本人は会ったことは実はない。友達がクリス・マルケルの友達の女の人が頼んでくれて、でも結局ダメになって代わりにジェラールが猫が好きだからってデッサンを送ってきてくれた。やっぱり人にカメラの前に立つの嫌いだったんですか？ Chris Marker, il n'aime pas filmer. Chris Marker refusait toujours d'être filmé. Et on l'aperçoit un petit morceau de son visage dans Tokyo Ga de Wim Wenders. Il fait partie de ces intellectuels, de ces artistes et intellectuels qui refusent d'être photographiés, comme Maurice Blanchot. Samuel Beckett aussi, il y a très peu de photos au début de Samuel Beckett, mais après il refusait toujours. Et donc il y a quelques artistes, écrivains qui ne voulaient pas être photographiés. すごい知的な知識人と言われるモーリス・ブランショもサミュエル・ベケットもジャン・ジュネもやっぱり撮られるの嫌いだった人たちだった。マルケルもその一人。なんか手紙のやり取りみたいなのはあったんですか？ Par exemple, tu n'as pas échangé avec Marker, par exemple, lettres. Non. Il y avait une amie qui était l'intermédiaire. 友達がいつも間に取ってくれたから、手紙とかには別にしてない。そのマルケルのシネマトンのその猫のやつ見れるんですか？あそこ猫のっていうか手紙を送ってきてくれた。あれだけで、じゃあそれを映像には撮ってないんだ。Par exemple, pas réalisé, pas écrit comme ça. Comment? Il n'y a pas de. Par exemple, une amie, Marker, elle n'a pas tourné comme ça quand il écrit. Non. C'est envoyé, c'est tout, Marker. Mais c'est encore plus beau, parce que c'est une œuvre, c'est plus beau qu'un cinématon. この方がいいって、シネマトンにできる。じゃあ後でそれもちょっとお伝えして。Ah oui. それでもセベリー。あとクリス・マルケルのことなんかどう思うかとかもう言ったの？ Comment tu penses Marker, film de Marker? Moi, il y a des films que j'adore, comme Lettres de Sibérie, La Jetée. C'est vraiment des films
L'être de Sibérie, par exemple, c'est un film qui est une ouverture dans le cinéma, parce que après ce film-là, il y a eu, ça a donné l'idée à plein de cinéastes de faire des films. Dans cette voie-là, par exemple, il y a une séquence qui est extraordinaire, c'est que il filme un personnage avec deux commentaires différents qui sont complètement opposés les deux. Et en fait, les deux à chaque fois, ça fonctionne. Alors qu'il dit deux choses complètement opposées dans le commentaire. Tu vois. Et ça, il le met dans le film, ça. C'est extraordinaire. C'est une magie du cinéma. C'est d'êtreシベリって見たことありますか？なんかこのイメージに対して2人の人のコメントが全く逆のコメントをその映像に対してする。それはすごい面白いし、そういう彼のやり方ってそれをいろんな人に影響を与えたんです。Oui, oui. Merci beaucoup. J'ai répondu à toutes les questions. Oui. Oui, c'est sûr parce que presque 2 heures. Merci beaucoup. Alors. Là, on va faire un cinématon. Ah oui, sinon on va faire alors, où est-ce que alors, qu'est-ce qu'il fait dehors? Est-ce qu'il pleut? Mais il pleut. Alors, déjà, j'ai coupé là.